Faites place au Marion. Faites place au Marion. Bande de vénards, dégagez le passage. Vous allez voir ce que vous allez voir. Venez accueillir, acclamer la superstar. Sonnez clochette, résonnez tambour. Venez acclamer l'idole. Marion, c'est bien elle dans Faites à Béa. De retour et de retour. Elle a pondu un bébé, tout seul avec son queumé. C'est pour ça qu'elle était pas là dans Faites à Béa. Mais aujourd'hui elle est de retour. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Bonne petite intro, enfin. C'était fabuleux, Romain. Merci. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Vous êtes complètement tapés ou quoi? Ça va être une tragédie ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. On va passer une bonne soirée, monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Accrochez-vous, ça va faire mal. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Faites à Béa, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce, sans aucune objectivité. Aujourd'hui pour cet épisode, on oublie les biopics en noir et blanc, on oublie les histoires vraies trop sérieuses, on oublie Netflix mais on reste sur notre télé. Doit-on encore le rappeler, les ciné restent fermés. Mais ce n'est pas le cas de nos yeux d'enfants qui eux sont grands ouverts cette semaine pour regarder en direction du girl power et de la magie colorée et dépaysante du dernier Disney, Raya et le dernier dragon. Un film qui s'affuble d'une BA classique et dynamique, certes, mais qui semble surtout nous vendre une bataille pour la paix entre des tribus fâchées et déterminées pour s'emparer d'un artefact magique et rare. Et ça, c'est un concept qui plairait certainement à un certain Denis Brognard de TF1. Mais pour parler de tout ça, comme à son habitude, je ne serai pas seul. Ambiance bienvenue dans la guerre des 4 tribus. Kevin, tu es là pour représenter ta tribu. Je suis Kevin. Je fais partie de la guilde Douillus Magnus. Je suis à la recherche de la douille ultime qui fera chuter l'empire maléfique Disney. Chaque fois j'espère que leur douille les aura, mais non. Tout le monde continue à les regarder. On en reparle au conseil, Kevin. Clémence aussi est là. Clémence, dans quelle tribu te situes? Je ne suis pas Clémence, mais Clémink. De la tribu Zelda Gaga. Mon but ultime est de faire connaître la légende de Zelda, quel que soit le prix. Ah, très bien. William, tu es également là pour représenter une tribu. Oui, ce soir je ne suis pas William, je suis Demi-Crème de la tribu Grand Lait. Je suis à la recherche de la mamelle du dragon de la Voie lactée, qui me permettra d'offrir à mon peuple du lait sans lactose, car la chiasse décime mon peuple et ma population. Très bien. Mais attendez, laissez-moi emprunter mes jumelles, mais que vois-je à l'horizon? Mais c'est Marion qui est là, Marion. Tu es là pour représenter tes couleurs, ta tribu. Je ne suis pas Marion. Je suis M. Nifleur, chef des bébés voleurs. On est à la recherche de tout ce qui brille, alors Zizou. Ah, tu peux Référence avec les animaux fantastiques. Oui. J'ai emprunté une autre voix. C'est celle-là, elle est pour d'autres Tout choses. ce qui brille avec Géraldine Nakache qui double le rôle de Zizou dedans. Ouais. Tu es revenu Grosse avec beaucoup de... d'humour. Beaucoup d'humour, oui. J'ai cherché le mot. Et de finesse. Et d'intelligence dans le propos. Ah, vous l'aurez compris, aujourd'hui rime avec magie, féerie et Asie.
On se fait la BA de Raya et le dernier Disney des studios Dragon. Non, merde. L'inverse, Raya est le dernier dragon des studios Disney. Et qui dit Disney dit Marion, évidemment. C'est pour ça que tu es là. Petit chouchou. Mais qui dit Disney dit aussi ces derniers temps bien trop souvent de polémiques. Et après Mulan live, comme on dit chez nous, qui lui aussi avait suscité des bons gros tollés, c'est Raya qui prend ses accusations de racisme ordinaire et de sous-représentation des différentes cultures asiatiques, ou du moins c'est un peu trop simple pour certains de mélanger sans trier. Alerte légitime, hommage raté ou simplement beaucoup de bruit pour rien, nous en parlerons dans cette émission. Puis enfin, quand le volet Raya sera fermé, c'est au tour de nos avis sur les sets de Chicago d'Aaron Sorkin de prendre place dans vos oreilles avec le match retour qui lui est consacré en deuxième partie d'émission. Alors qu'en est-il de ce petit film Netflix depuis qu'on s'est fait sa BA dans notre épisode précédent? Des objections? Des vices de procédure? Qu'en pensent les jurés de Feta BA? On vous dira tout. Mais spoiler alerte, on en a gros! On en a gros! On en a très très gros. Ouvrez, sire! Alors mes tribus, on va aller sur la BA d'aujourd'hui. Oui! Pas de détour. N'oubliez pas ce qu'on vient chercher. Et ne faites confiance à personne. Hé, t'es un bébé. Où sont tes parents? À qui appartient ce bébé? Quoi? Sérieux? Un bébé pickpocket? Impressionnant. Toi, tu vas m'être utile. Petit résumé de la situation. Je m'appelle Raya. Notre pays est en guerre depuis toujours. Notre peuple ne parvient pas à s'entendre. Ma fille, je veux croire que l'esprit de Kumandra est toujours là. Mais quelqu'un doit faire le premier pas. Pour instaurer enfin la paix, nous devons retrouver le dernier dragon. Si vous avez l'intention d'aller broyer le drone, je suis prêt. En avant. Il faudra être très prudent. Nous ne sommes pas les seuls sur le coup. 6 années de recherche. Pourvu que ce soit bien là. Oh, vénéré Sissou! Qui a parlé? Nous avons vraiment besoin de vous. Je vais être honnête avec toi, je suis pas comme qui dirait le meilleur des dragons. On est mort. Vous allez me suivre, toi et la pierre de dragon. Mon épée me dit qu'elle est pas d'accord. Le monde va mal. La confiance a disparu. Peut-être que le monde va mal parce que la confiance a disparu. On se doit de faire le premier pas. Je suis métamorphosée. Les dragons peuvent faire ça? Regarde, j'ai les fesses tout près de la tête. Ça va accélérer la digestion, c'est bien. Raya. Au cinéma, jamais. C'est quand même dur de commenter une BA sur des poteaux, putain. Ah ouais, non mais attends, c'est moi qui vais rester en dernier sur le poteau, les gars. Vu le nombre de bières que vous êtes déjà en train de boire sur vos poteaux, à mon avis, je suis la dernière. Moi, je suis déjà tombée. Hein. J'ai un grand sens de l'équilibre. Perso, moi, sur les poteaux, je saute direct, quoi. Après, je prie pour que l'autre me sélectionne, mais... Oui, ça sert à rien de souffrir pour rien, tu sais qu'il va tomber de toute façon. Je fais pas 5 heures sur un poteau, vous êtes fous, quoi. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet de... c'est un autre programme, ça, Koh-Lanta. Donc, oui, ben voilà, la BA de Raya, qu'on rappelle, hein, qui est en lien hein, dans la description de cet épisode. Je vous conseille de vous la regarder avant ou pendant. Enfin bon, bref, c'est toujours mieux de l'avoir vu. Vous pouvez aussi ne pas le faire. Je sais qu'il y a des gens qui le font pas. On va passer d'abord, évidemment, vous connaissez la recette maintenant. Marion, toi qui n'étais plus là, qu'est-ce qui se passe avant qu'on attaque la BA? Ah bah, et le calculator. Eh bah oui. Bien sûr. Eh oui, il t'avait manqué. Ouais, pas grave. Eh bah c'est parti, il y a le calculator qui nous a compté les plans de cette BA. C'est moi, c'est moi. Et calculator, où est-il? Bonjour, vous
êtes bien sur le répondeur d'El Calculator. Ok, Cet appel vous sera facturé 3,33 € la minute. Le saviez-vous, El Calculator est un service d'utilité publique. Ok, super, El Pour Calculator. passer cette annonce la prochaine fois, tapez étoile. Ha 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 ha. Donc il est passé où là? Bon, ok, étoile. Pour écouter le nombre de plans dans Raya et le Dernier Dragon, tapez 1. C'est sérieux là? Pour connaître la nouvelle Oh là là, ça va être long. fonctionnalité, tapez 2. Pour entendre un commentaire politique engagé, tapez 3. Oh oui, tape 3, tape Non, 3. pas tout de suite, on va attendre. Attends, je tape 1. Moi, j'ai envie de savoir combien il y a de plans dans cette BA. La BA de Raya et le Dernier Dragon contient 142 plans en 2 minutes 23, soit un plan par seconde, une des moyennes les plus élevées depuis le début de l'émission, pour une BA avec beaucoup d'action. Waouh! Jamais entendu ça. C'est Un énorme. tout rond, c'est beau. C'est énorme, un plan par seconde. Ils sont forts. Hein. Ils sont forts à Disney. Ouais, c'est hein. Disney. Ils sont forts. Non, tape 2, je tape 2. Oui. Bah oui. Vous avez tapé 2. Voici ma nouvelle fonctionnalité. Raya et le Dernier Dragon dure 1h57 minutes et la BA contient 2 minutes 14 d'images. Grâce à cette fonctionnalité, j'ai pu déterminer que la BA révèle déjà 1,9% des images du film. C'est beaucoup, hein. Un pourcentage élevé pour une BA peut être trop révélatrice. Il nous fait son petit commentaire. 1,9, hein, c'est rare. D'habitude, on se situe à quoi? 1,2, un truc comme ça? 1,2, ouais. Ouais, 1,1, pas ouais. plus. 1,9% du film, c'est vrai qu'il Ouais, bombarde déjà l'image. 2% quoi. Pratiquement, ouais. Pratiquement. Bon, on fait quoi? Je tape 3? Bah vas-y. Hein. Franchement, j'ai peur. Hein. Bah, je suis curieux de savoir ce que pense un robot de la politique. Oh là quoi. là, bon allez, 3. Vous avez tapé 3. Voici un commentaire politique engagé. Après le dernier empereur, le dernier dragon, le dernier samouraï, il serait peut-être temps que l'Occident donne à l'Asie autre chose que les derniers rôles. Ça, c'est vraiment du El Calculator tout craché. Ah là là, mais il y connaît rien. Au en politique. revoir. Ah merde, il y avait le au revoir. Mais où est-il? Bah, je sais pas où est-ce qu'il est. Écoutez, il nous a laissé un message. C'est la première fois que je vois ça. Il doit être sur Tinder. Je sais pas, il avait un rendez-vous. Enfin bon, bref. 1,9% du film dans cette BA et un plan par seconde. C'est une grosse BA, mine de rien, qui nous balance beaucoup d'infos et puis on va y passer tout de suite. C'est parti, le déroulé BA pour cet épisode Raya. Alors, la BA, elle s'ouvre sur une vue panoramique sur une cité sur pilotis, bambou, bois. En tout cas, c'est un désert asiatique direct. Là, ça s'ouvre aussi sur, encore une fois, le putain de remix dégueulasse du Lacrymosa de Mozart. J'en peux plus. C'est John Wick, quoi. Ah oui, c'est ça. Oui. C'est la musique de John Wick. Sérieux, c'est pas une musique je fais très originale. mal. Non, pas du tout. C'est un vieux remix du Lacrymosa de Mozart. Ah, j'avais pas fait gaffe. En tout cas, moi, les décors, ils me rappellent Pirates des Caraïbes 3. Je sais pas si vous voyez Ah cette oui, scène. Tortuga. On se croirait non, à Tortuga. Pas Tortuga, non, dans le 3, ils vont dans une espèce de cité asiatique et tout. Et d'ailleurs, il y a Keira Knightley aussi qui est. 2 alors. Non, le 3. Le 3, ils vont chanter. Bon, bref, on s'en fout, vous regarderez. Oui. Bon. Ouais. Sur ces décors, une voix féminine, pas de détour. N'oubliez pas ce qu'on vient chercher et ne faites confiance à personne. Et là, on découvre Raya, qui est d'ailleurs affublée comme Keira Knightley dans Pirates des Caraïbes 2. 3. Mais à qui parlait-elle? Elle parle à son pangolin, là, son animal de compagnie. C'est pas un pangolin, On c'est n'est un pas tatou. sûr qu'il est avec elle. Hein. Ah, pour moi, c'est un pangolin. Hein. C'est un tatou. Et là, elle découvre un bébé tout seul dans une ruelle, assis par terre, voilà. Et on se rend compte que diversion, direct. Derrière, il y a un trio de singes. Des singes. Des singes kleptos. C'est pas vraiment des singes, hein. Ils ont Si, des c'est des moustaches. singes. Ouais, c'est des espèces de singes. Ils ont des espèces d'oreilles de poissons. T'as pas fait gaffe? Les poissons, ça a pas d'oreilles. Hein. Bah justement. Alors t'as perdu toute crédibilité sur une histoire de pangolin déjà avec tes oreilles de poisson. On a le spécialiste du règne animal sur la gauche. Je suis biologiste, pas du tout. Non, mais pour moi, c'est des singes. Ouais, des singes. En tout cas, ils dérobent des espèces de cristal bleu là. Cristaux. Ouais. Merci. C'est la dernière fois que tu viens. Et là, coup de pied dans la carotide. Bébé kung fu. Elle lui met un gros kick dans le cou. Poussière dans les yeux et tout. Poussière dans les yeux. Et elle s'écrie: oh, un bébé pickpocket. Voilà. Je trouve que cette ville-là, c'est plus dangereux que la ligne 2. Ça craint de ouf. Et moi, ça m'a fait penser vraiment à John Wick comme Kevin parce que c'est nocturne, c'est dangereux, il y a la musique la même. C'est John Wick. Ouais. Bah, peut-être qu'il va débarquer. Et dans John Wick, rappelez-vous, il y a des clodos kleptos. Mais là, c'est un bébé klepto, il y a peut-être une référence. Ah, ce serait peut-être un lien. Un préquel. Un préquel.
Donc oui, là on voit la grosse bête, pangolin, tatou, bref, un truc plein de saloperies là. Qu'il faut surtout pas manger. Et qui tient compagnie à Raya, quoi. Ouais, c'est un peu comme les hérissons, t'as envie de les caresser, mais faut surtout pas le faire, quoi. Mais oui, c'est un peu la même famille, ils ont cette petite trogne toute mignonne. Mais là il est énorme. Et en tout cas, bon, pour moi c'est un peu le Abu. Excusez-moi, mais je vais trancher. J'ai fait une petite recherche express et le tatou est plutôt en Amérique et le pangolin est en effet en Malaisie. Donc il y a des grandes chances que ce soit un pangolin ou une inspiration pangolinesque. Mais il ne ressemble pas du tout à un pangolin, je suis désolé. Je suis désolé, je m'insurge. Mais c'est sa monture, non? C'est sa monture. Bah ouais, en fait, on le verra plus tard dans la BR, mais ouais, elle l'utilise comme moyen de transport, en fait. Bah bien sûr. Clairement. Donc course-poursuite dans la ville à la suite du coup de pied, pickpocket, course-poursuite. Tu parlais d'Abou? Ouais, pour moi, c'est un animal de compagnie un peu à la Abou, quoi. Ouais, mais par contre, excuse-moi, on n'a jamais vu Aladdin chevaucher Abou. Ah si, quand il se transforme en éléphant. Ouais, complètement. Ah oui, mais bon, pas en forme de singe. Oh, vous êtes fort. Non, mais c'est vrai que l'analogie, elle est pas bête parce que là, on verra que tout le monde compare ça à des Disney récents comme Vaiana et tout, mais c'est vrai qu'au fond, ça fait très Aladdin aussi, ce personnage, mais en fille. Mais en moins Clodo qu'Aladdin, quoi. Oui, bah, oui. Mais ouais, c'est vrai qu'Aladdin, c'est un bon Clodo. Des experts Disney, petite robe de bure, là, ça peut faire un peu négligé. Hein. Ouais, mais c'est voyageuse, quoi. C'est l'aventurière. C'est la globe trotteuse. C'est le poncho qui va bien, tu peux dormir avec. Ouais, c'est une petite référence à Clint. Oui, complètement. Ça fait très Clint. Sûrement. Bon, en tout cas, elle la rattrape assez vite, le bébé. Oui, en plus, on remarque aussi que Raya est très forte à Fruit Ninja. Elle lui lance des oranges à un moment. Et crac crac. Quel talent. Et là on a le gros plan qu'on voit un peu trop souvent dans les BA, le plan slow motion là, et puis on a le gros chais du bébé qui lui fait un petit clin d'œil là, limite un wad, genre en mode grave. Je suis passé au-dessus de toi et tout. Après par contre on comprend qu'elle finit par le choper parce qu'elle va l'engager clairement, quoi. Dans sa team. Pour elle, enfin je veux dire, c'est un bébé, quoi. Elle a demandé l'autorisation. Je des te parents. prends dans ma team. Tu sais, en Asie, les enfants, ça travaille très tôt. Hein. Pardon. Non mais voilà, elle l'engage dans sa quête. Donc pour l'instant on sait pas trop. Ça m'interpelle le coup des petits cristaux. J'avais pas fait gaffe qu'ils volaient ça et on va en revoir tout le temps et on va voir qu'elle a une team en effet avec différentes personnes. Ils ont tous des cristaux. Mais est-ce que c'est pas ça les pierres du dragon dont on va entendre parler un peu sais après. pas, on verra ce que c'est. Oui. Ouais, en fait, des gens qui se battent pour des cristaux, ça ressemble beaucoup à des batailles de cartels de drogue, hein, pour moi. Crystal Met. En tout cas, on a des questions et ça tombe bien parce que là, on a le droit à la suite de la BA à un petit résumé. Voilà, à la suite de la pancarte du logo Disney qui est modifié pour l'occasion. Là, c'est le château de le château de la Belle au Bois dormant. En fait, il est sur un gros donut sans pierre. Du coup, ils l'ont adapté comme ça. Enfin, pour moi, ça me fait penser à un donut, quoi, une espèce de grosse pierre comme ça. Ouais, c'est un donut carrément. Même. Je trouve ça cool. Moi, j'aime bien quand ils adaptent le logo de Disney là. Et puis là, ça tombe bien, résumé. Je m'appelle Raya. Notre pays est en guerre depuis toujours. Et on voit 5 contrées différentes très rapidement. En fait, on en voit 4, mais on suppose que la 5e, c'est la sienne. Ah, moi j'en ai vu 5. Hein. J'en ai vu 5. Donc, premièrement, on a un plan sur des montagnes enneigées. Ouais. C'est peut-être le Tibet ou je ne sais quoi. Ouais, bon. J'ai du simili-Tibet. On aura l'occasion d'en reparler. En deuxième, on voit une espèce de temple rizière sous la pluie. Donc là, il y a des rizières autour et puis il y a un temple au milieu. Bon, voilà, je pense que ça doit être encore une contrée de leur pays. Ensuite, on a un désert aride qui me rappelle vachement Star Wars. Ouais, oui. Pour le coup, carrément. Pour le coup. Ça, c'est rapide. Hein. Attention, moi j'ai fait des pauses. Hein, parce que je pense que l'œil lambda, l'œil humain normal. Moi, je suis œil lambda. Moi, j'ai pas vu tout ça. En 4, on a la fameuse ville sur pilotis du début de BA. Et en 5, on a ce fameux rocher. Donc, ça fait 5 décors. Quoi, mais différents. le rocher, c'est pas le pays de Raya? Moi, j'ai compris qu'elle habitait au pays du donut, moi. Bah, peut-être. Raya au peut-être pays c'est la du princesse donut. du donut, j'en sais rien. Gros kiff, hein, pays du donut. Et effectivement, il y a un château qui n'est pas celui d'Aurore sur le truc, parce que là on le voit, mais qui ressemble plus à une espèce de Taj Mahal ou le palais d'Agraba dans Aladdin. Donc ça aura son importance, parce que oui, le donut, là, je pense que s'il est mis en logo et tout, je pense que ça a son importance. Ouais, il a importance, ce donut. Elle continue en disant « Notre peuple ne parvient pas à s'entendre ». Et en fait, c'est là où, pour moi, il y avait un plan où on voit vraiment les 4 tribus. Ouais, là on voit les 4 tribus. On a présenté les 4 décors et maintenant il y a les 4 tribus. Alors, quelles sont-elles ? Eh ben tout simplement, équipe jaune, équipe violette, équipe verte, équipe blanche, équipe bleue. Équipe bleue, je pense que c'est la team Raya. Je crois qu'il y a des cousins de la Reine des Neiges 2 aussi. Hein, parce que... Ouais, il y a des gens qui viennent... Et de l'Atlantide. On voit qu'il y en a qui viennent des pays un peu plus tropicaux, d'autres un peu qui viennent de l'hiver. Ça se sent déjà dans leurs vêtements. L'hiver, c'est quel pays déjà? Pardon. La Suède. La Suède. Alors, on comprend qu'ils font partie, donc toutes ces tribus font partie d'une même province qui s'appelle Kumandra. Kumandra, ouais, c'est dit plus tard dans la BA. Je suppose qu'ils doivent quand même pas être très loin les uns des autres, hein, parce que sinon...
Bah, ils sont clairement voisins, mais bon, ils ont pas l'air de s'entendre. Donc ils se partagent tous un peu. Enfin, ils font tous la gueule, quoi, parce que il a dû se passer un truc. Et ils recherchent tous le même item. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils le recherchent tous ou bien Bah oui, si. Moi, j'ai compris qu'ils se battaient tous pour la pierre du dragon. Là. Pour la pierre du dragon. Ouais. Je sais pas si c'est ça exactement, parce que elle dit plutôt qu'il faut trouver cette pierre pour les réunifier. Donc, Oui, c'est ça, pour ramener l'harmonie. Et j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule tribu qui va se battre contre elle. Ouais. Ou en tout cas, qui va l'empêcher de. Ouais, et puis les autres, c'est plus des adjuvants, quoi. Ça, on le voit plus tard dans la BA, mais oui, il y en a clairement une, clairement ceux de l'hiver, j'ai l'impression. Bah non, team blanche, la team blanche. Elle est en débardeur, c'est pas l'hiver. Au moment où on présente les différentes tribus, moi je me suis posé la question de base, c'est est-ce que Raya, elle est noble ou princesse finalement dans tout ça parce que du coup j'ai l'impression qu'on voit son père qui a l'air important, qui lui inculque voilà ce qu'il va falloir faire pour que l'harmonie revienne et tout nana, mais est-ce qu'elle a vraiment une responsabilité? Et en fait c'est pas si simple à déterminer parce que comme on la voit d'abord dans l'action au début plutôt en mode incognito, voilà, je me demande quel est son statut. Ça arrive à ce moment-là en plus dans la BA, ouais. Je pense que ça doit être la fille du chef et c'est un peu traité comme Moana dans leur dessin animé précédent, c'est-à-dire que c'est le chef est au service de son peuple, donc à mon avis elle est élevée comme la princesse qui doit aller chercher cet item pour sauver en fait son peuple. D'accord. Et je pense qu'elle est au service de son peuple, tu vois. Oui, d'ailleurs, on a l'impression qu'en fait, elle parle un monde du fait que son périple va durer 6 ans. Et on la voit effectivement coiffée d'une autre façon quand elle parle à son père, comme si elle était plus jeune. Et ensuite, on voit une statue qui a l'air de ressembler à son père, comme s'il était mort. Oui, c'est vrai, quand on la voit avec son père, elle semble vraiment plus jeune, en effet. Ouais. Et juste après, on voit son père en pierre. Et moi, je me suis d'abord dit que c'était sûrement ça le point de départ de son périple, parce que le truc classique, quoi, un peu comme dans Mulan, le père qui est en danger, ou voilà, qui est pour le sauver, en fait. Elle va prendre les chemins, peut-être au départ, elle n'était pas obligée, mais là, c'est le truc qui va déterminer le fait qu'elle part pour aller chercher le dragon. Peut-être mort d'une maladie, quoi, une épidémie, enfin, je sais pas. On dirait qu'il y a une espèce d'épidémie de pétrification où les gens ils sont pétrifiés en statue et que grâce au dragon ils vont pouvoir les dépétrifier. Moi je comprends ça comme ça. Ah, toi tu crois que c'est pas des statues mais plutôt je pense qu'ils sont lui-même pétrifiés. Ah mais c'est pas une mauvaise idée parce que je crois qu'un peu plus tard dans la BA quand on voit le dragon il se dépétrifie lui-même. Oui, moi je pense qu'ils sont tous en pierre parce que c'est la maladie de la pierre quoi. C'est très connu là-bas à Kumandra. Et ils ont besoin du fameux vaccin dragon AstraZeneca là et grâce à ça tout le monde était pétrifié. D'accord, c'est pas con. Ça se tient. En tout cas, oui, le flashback, voilà, il lui dit t'es un peu la seule quoi qui peut rétablir la paix entre nos tribus. N'oublie pas qui tu es. Ouais, c'est ça. Alors le roi lion quoi, clairement ça. Alors est-ce que ça va être des flashbacks ou est-ce qu'on peut espérer voir un Walt Disney pour une fois avec des vrais chapitres, genre un chapitre sur son enfance, un chapitre sur sa recherche, un chapitre de conclusion, tu vois, avec des vraies ellipses temporelles. Il faut regarder Le Roi Lion. Ils l'ont, ouais, c'est vrai qu'ils ont fait ça, mais ça fait longtemps, quoi. C'est très rare aujourd'hui dans leur film. Alors si on peut se lancer sur le truc, moi je pense que le film va s'ouvrir sur la traditionnelle exposition avec la voix off et tout. Donc peut-être qu'on la verra petite jusqu'à ce qu'elle devienne justement la grande. D'ailleurs, on a une très belle transition là dans la BA où elle enlève son masque petite. Son masque. Bizarre cette histoire. Tout ça est instrumentalisé. Quand est-ce que ça a été dessiné exactement? Je serais curieuse de savoir. C'est un film extrêmement récent. Donc, et là, du coup, on la voit transition guerrière et je pense que là, le film commence où on la voit partir à la quête. Je suis pas d'accord. Moi, je pense que ça va être in medias res. Direct oui, moi aussi, je pense. Moi, je pense que ça va être comme la BA. Tu vas arriver dans la ville, là, BA commence sa quête et après, tu vas savoir pourquoi. Donc, je pense qu'il y aura des flashbacks. Alors, est-ce qu'elle va parler comme dans la BA? C'est ce que je me suis demandé. Est-ce que la voix off, elle est juste propre à la BA ou est-ce que dans le film, elle va parler aussi comme ça pour dire voilà ce qui s'est passé jusque-là et tout? Non, moi, je pense que c'est pas une voix off en fait. Je pense que c'est un passage du film qu'ils ont traité comme une voix off. Ah, je sais pas. À mon avis, je suis quasiment sûr même que ça serait genre limite elle qui va parler au dragon plus tard, lui raconter sa vie pour le convaincre peut-être de l'accompagner. Non, mais elle va pas lui dire petit résumé. Enfin, tu vois, la manière dont c'est écrit. Sa voix off dans la BA, ça fait vraiment je m'adresse au spectateur. Ou bien c'est le truc nul que je déteste où on voit une grosse action et tout d'un coup l'image se fige. Genre, voilà ça, c'est moi. Oui, le truc classique. Je vais vous expliquer mon histoire. Le truc qui a été fait dans Sonic par exemple. Qui a été fait dans Ratatouille aussi les gars. Complètement. En tout cas, moi je serais curieux de savoir quand est-ce qu'ils ont commencé à faire la pré-production du film parce que à mon avis quand le Covid s'est déclaré, qu'ils se sont dit oh les gars on est en train de faire, ils avaient sûrement commencé déjà la production, ils se sont dit on est en train de faire un film en Asie, on a un pangolin, on a des masques, des mecs qui se transforment en statues, là les gars on n'est pas bien. Les gars qui se vaccinent à 3 minutes 12. Là les gars on a tapé l'histoire de Christo chelou, non, ça va pas du tout. Les attestations à la fin. On a un autre projet dans le placard, non, ah merde on va devoir faire avec. L'harmonie entre les peuples, tout ça, non, ça sent pas bon. Donc voilà, l'enjeu pour instaurer la paix, on a l'impression que c'est retrouver le dernier dragon
qui, là, on voit dans la BA pétrifiée dans la nature. Alors après, peut-être que Kevin, tu as peut-être raison sur la pétrification et non pas la mort. En tout cas, elle se fait des nouveaux copains de galère. Là, clairement, on présente la team, quoi, parce qu'elle sera pas toute seule dans son périple. Il y a le bébé pickpocket et ses 3 singes. Donc ça, c'est bon. Il y a un gros balèze qui a l'air d'être de l'argent. Il y a un gros balèze qui ressemble à Shan Yu dans Mulan. Sauf que là, il est borgne. Mais c'est clairement la même tête, quoi. Il a une réplique qui m'a beaucoup interrogée. Ouais, vous avez capté, le trône. Le drone. Il dit le drone. Je l'ai réécouté exprès. Il dit si vous avez l'intention d'aller broyer le drone, je suis prêt. Qu'est-ce que le drone? Qu'est-ce que le drone? C'est sûrement une créature mythologique, hein, le drone. Sûrement. Voilà, c'est l'explication que je donne à tous les mots que je connais pas. Alors le drone, c'est la pierre de dragon drogue là qui doivent broyer. Oui, c'est peut-être la pierre. C'est peut-être la pierre. Lui, il reste sur son truc de drogue. Pour moi, c'est un trafic de cristal net. N'allez pas plus loin. Trafic de drone. Et il y a un autre petit gars aussi qui se rajoute à l'aventure. On le voit pas trop lui dans la BA, mais tu sens que c'est le petit kéké, quoi. Lui, déjà, il m'énerve. Petit regard malicieux, quoi. Petit regard malicieux, il fait penser à Coco. Tu dis ça parce que t'as pas lu les mangas Berserk, et dans les mangas Berserk, il y a un personnage comme ça qui s'appelle Isidro, qui est trop cool. Ouais, c'est tellement Isidro. Et moi, il me fait penser à lui, mais c'est une rêve pour ceux qui connaissent Berserk. Ah, bah écoutez, c'est peut-être une inspiration. Et en tout cas, il dit en avant. Et là, partie aventure et tout. C'est parti dans le bateau crevette. Ah oui, il y a un shrimbo. Il y a Tom Hanks dessus aussi. Il y a Tom Hanks sur le bateau. Oui, avec Booba. C'est lui, il est devant. Booba Gump. Ils ont un bateau avec une crevette géante dessus. Je sais pas si c'est juste une sculpture ou une vraie crevette. C'est peut-être Tom Hanks qui les récupère à ce moment-là, qui les emmène faire chercher ses cristals bleus. Donc les cristals bleus, est-ce qu'il faut en prendre un ou plusieurs pour en former un autre grand qui permet d'invoquer le dragon? Moi, je pense que c'est ça les pierres de dragon, à mon avis. Parce que là, on voit un petit training montage où chacun a plus ou moins trouvé un cristal, quoi. Donc est-ce que c'est une espèce de puzzle à rassembler? Je pense que c'est plus intérieur que ça, tu vois. En fait, on ne connaît pas la vraie valeur du dragon qui se déprécie tant, tu vois. Et peut-être qu'en fait, c'est comme dans Vaiana, c'est quelque chose de plus profond, c'est le cœur, tu vois. Ouais. Voilà. Peut-être. Je me suis étranglée avec ma propre théorie. Trop d'humanisme, trop d'humanisme. Jafar, je suis coincée. Je peux plus respirer, Jafar. Non, mais je sais pas, je pense qu'il y a un truc beaucoup plus lié au dragon qui a l'air si peu important et si proche d'un autre personnage qu'on ne citera pas. Voilà. Qui Mouchou. En plus, le nom se ressemble, c'est Sichou là. Non, mais franchement, genre, ouais, non, en fait, je suis un dragon loser, mais en fait, je vais trop t'aider. Ouais, bah peut-être. Écoute, en tout cas, j'ai l'impression que de ce que tu me dis, on est plus sur l'important, c'est pas la destination, c'est le voyage. Tout à fait. Voilà. Kassovitz, il l'a pas dit comme ça. il a dit j'encule le cinéma français. Oui, bah bon. Mais ça veut dire la même chose, Romain. Les pancartes habituelles. Attends, on n'a pas dit qu'ils étaient poursuivis par une espèce de ultra... Ah oui, ils partent en chemin, mais ils sont pas tous seuls. J'y arrive, mais je voulais juste parler des pancartes habituelles dans une BA Disney par les créateurs de Vaiana et la Reine des Neiges. Je pense que c'est très très important de le rappeler. Ah mais grave. Non mais oui, parce que ça se ressent vachement, je trouve, et dans l'histoire et dans le visuel. Ah ouais, parce qu'ils ont pas mis Zootopie ou quoi, ils ont vraiment mis ce qui s'apparente le plus à déjà Girl Power, c'est une héroïne, donc c'est pas un héros, c'est le voyage de Vaiana, c'est la magie de la Reine des Neiges, c'est la féerie, c'est tout ça, mais en même temps c'est très très badass, quoi. C'est l'épopée fantastique. Voilà, parce qu'aujourd'hui on a plus des héroïnes qui sont à la recherche du prince charmant et qui font la vaisselle en sifflant, non, avec des écureuils, non, on a des vrais badass. Non mais c'est vrai, il y a pas du tout, c'est marquant, je trouve, il y a pas du tout de romance, il y a pas du tout de figure masculine équivalente justement. C'est au final c'est deux nanas chefs de clan qui ont l'air de s'affronter et il y a pas du tout ce que tu peux trouver un tout petit peu dans la Reine des Neiges, même si c'est la relation entre sœurs qui est plus mise en avant, mais il n'y a pas du tout de figure masculine. Là, on peut pas trop disons, dire, les figures masculines, elles sont clairement caractérisées comme pas love interest, parce que c'est un petit garçon, que c'est un mec qui a pas du tout la carrure du prince charmant. Voilà. Tu sais pas, peut-être qu'ils finissaient ensemble à la fin. Et puis le papa est certainement important, mais ça c'est cool comme valeur aussi de masculin-féminin, autre que la romance. Complètement. Ce qui serait terrible, c'est qu'il nous cache un love interest de la bande-annonce, toi, qu'on le voit pas du tout, et que ça soit centré autour de ça. Après, ça serait vraiment nul. Centré, ce serait nul, mais qu'il y en ait un petit, moi, ça me dérangerait pas. Mais centré, ce serait nul, effectivement, parce que ça dénaturerait complètement la bande-annonce. Ouais, mais moi, je pense même qu'ils ont fait le choix de pas en mettre. Hein. Je pense qu'il y en a pas. Ouais, mais ce serait plutôt une bonne idée. Moi, moi, ça me plairait bien qu'il n'y en ait pas. Bah, dans Vaiana, il y en a pas. Il y en a pas. Elle a pas un copain qui l'attend sur l'île ou quoi? Le poulet?
Bon, on parle des antagonistes, là on y arrive, William. Effectivement, on découvre, je pense, la principale antagoniste qui est une meuf à la coiffure... Punk à chien. Carré plongeant. Une coiffure qu'on a déjà vue dans un Pixar Disney dans Les Indestructibles 2. Elle me fait penser à la coiffure de Void. Je sais pas si vous voyez, celle qui a le pouvoir de faire des vortex. Elle a la même coiffure, la même forme. Elle a l'air d'être en colère en tout cas. Et elle a comme animaux dans sa tribu, ils ont quoi? C'est des loups ou des tigres? Je crois qu'ils sont sur des espèces de jaguars, gris. Ouais, c'est des félidés. Enfin, en tout cas, d'un côté, t'as une tribu qui a des pangolins en monture, et puis de l'autre côté, t'as les loups, quoi. Qui gagnent, ouais. Bah, pangolin, c'est vénère, regarde, ils ont tué la moitié de la planète, les gars. Ils sont trop forts. Faites vos jeux. On arrive dans la BA à la scène du dragon, parce que depuis tout à l'heure qu'on en parle, c'est un peu le titre du film, on l'a toujours pas vu. Le fameux AstraZeneca. On l'a toujours pas vu celui-là. Dragon. Ou devrais-je dire celle-là? Surprise! Ont-ils oublié qu'il y avait des hommes sur cette terre à Disney? Oh là là, mais quel discours de boomer! Je lance la polémique, mais j'avoue, maintenant je m'en bats les couilles. Oh, le boomer! Moi je m'en fous, hein. Tu sais, je dois jouer à Tomb Raider, je le kiffe autant qu'Uncharted. Ouais, parce qu'il y a des groinces. Même plus. Et donc oui, on arrive sur le dragon, donc là, incantation, petite prière, et puis bam, dragon. Le gobelet, les gougouttes, le dragon. Et surprise, c'est pas le dernier dragon, mais en tout cas c'est le dernier des dragons, là j'ai l'impression. Et on ne sait pas, peut-être que c'est le dernier dragon. Tu crois? Peut-être qu'elle est plus importante qu'on ne croit. Moi je reste sur cette théorie. Chacun sa théorie, il y a le Crystal Met à gauche. C'est une dragonne. Non, mais après en même temps, je pense C'est une dragonne, Marion a c'est une raison, dragonne. parce que rappelez-vous que le titre c'est Raya et le dernier dragon. Et pas la dernière dragonne. Et pas le dernier des dragons, mais le dernier. Mais non, mais là en tout cas elle se présente comme étant le dernier des dragons parce que c'est clairement le tir au flanc, quoi. C'est le cancre de la classe des dragons. Oui, quoi. mais en fait la théorie de Marion, je pense, c'est de dire... Enfin, j'en sais rien en fait, je vais pas la Je t'en prie. Que l'important c'est le voyage. Étaye ma théorie. C'est qu'en fait c'est le dernier des dragons. On la réveille, c'est une dragonne et elle annonce tout de suite de but en blanc, mais en fait je suis peut-être le dernier dragon mais je suis nulle, donc je vais vous servir à rien. Mais l'histoire va nous montrer que malgré son peu de confiance en elle, ça va être une dragonne exemplaire, de qualité, très importante. La question c'est que normalement le film il est fini, enfin je sais pas, ils ont trouvé le dernier dragon, non? Mais non, parce qu'elle t'a expliqué Clémence tout à l'heure que le dragon est utile pour justement lancer le commerce là de Crystal Met avec son pouvoir. Tiens. Non, mais c'est vrai, Raya lui montre une gravure avec le dragon et le Crystal Met à côté. C'est une espèce de, comment dire, elle va l'emmener à l'ONU de Kumandra et puis c'est lui qui signe le décret de paix. Peut-être que... Mais oui, peut-être que leurs institutions sont faites ainsi qu'il n'y a qu'un dragon, le dernier, qui peut signer l'accord de paix. Ils sont tous diplomates, les dragons. T'imagines, c'est ça le film, elle signe le traité de paix, fin, the end, générique. C'est pour ça que je pense que l'item qui permet de ramener la paix, ça doit être la pierre de dragon, et qu'il n'y a qu'avec le dragon qu'on peut récupérer ce truc-là, tu vois. Parce que sinon, comme tu dis, si le but c'est juste de retrouver le dragon, bah dès qu'elle l'a trouvé, elle a gagné, quoi. Enfin, merci, au revoir. Que c'est un vieux caillou qu'elle a dans sa grotte depuis des années, et qu'en fait elle se dit ah mais c'était ça. Voilà. En fait, peut-être que c'est comme dans... peut-être que c'est comme dans En Avant, c'est-à-dire que l'artefact est déjà là à côté de celui qui peut l'utiliser, c'est-à-dire que peut-être le dragon a quelque chose à faire avec la pierre et ils ont déjà la pierre, ils réveillent le dragon, mais que comme dans En Avant avec le bâton de magie, ils savent ce qu'il doit faire mais le dragon n'arrive pas à le faire et que du coup ils vont avoir toute une quête imprévue pour pouvoir arriver. Très bonne idée. Tu devrais écrire des dessins animés, Clémence. En tout cas, de belles histoires d'amitié là pour l'instant qui se lient, parce qu'on a l'impression qu'ils vont devenir très copains, même si. Ils se font un gros câlin quand même. Ouais, même si. Moi, il y a tendresse. C'est pas le dernier des dragons. Où sont les gestes barrières? Mais attention, faut restaurer la attention, ce n'est pas que ça dans ce film. Il y a quand même de l'action, comme l'annonce la pancarte cette année et qui lance du coup un duel entre Raya et la méchante. On n'a pas de nom à la méchante, comment on l'appelle? Ça s'appelle méchante fille qui mentionne la pierre du dragon, donc encore une fois cette pierre du dragon, l'épée de Raya. Là je voulais faire un... Elle est pas d'accord. Elle a une épée fouée, c'est trop bien. On dirait Bloodborne. Pardon, je parle de jeux vidéo. Mais tu as le droit de parler de jeux vidéo. On dirait aussi l'épée de Kenpachi. Non, pas Kenpachi. Oui, mais doucement sur les jeux vidéo. Comment ils s'appellent les mecs? Ouais, moi ça m'a rappelé Mortal Kombat un peu. J'arrive pas trop à savoir. Pilette. Je sais pas trop si c'est Bleach ou Mortal Kombat. C'est dans Bleach, il a une épée fouée comme ça. Il a une épée qui se déplie comme ça. C'est un classique. Ça rappelle aussi Naruto, mais c'est plus les marionnettes là. Ouais. En fait, peut-être qu'ils ont des épées fouées en Asie, on est juste pas au courant. On n'est pas au courant. En tout cas, cette épée, elle a l'air bien pratique pour taper sur la gueule à l'autre là. Par contre, intérêt à bien savoir l'utiliser
utiliser parce que c'est un truc à facilement te couper des wads ou un bout de pied. Ah, mais il faut avoir un permis. Il faut un permis. C'est une épée peut-être magique aussi, hein. C'est peut-être pas juste. Non, je pense pas. Je pense que son skill n'est pas magique, Raya. Elle est badass. Ok, très bien. Je te fais confiance de toute façon sur toutes les les théories. balèze, ça se voit. Moi, je te crois sur les théories. Ça m'a l'air d'être un trafic de crystal meth. Tu m'as ouvert les yeux. En tout cas, moi j'aime bien le côté action dans cette partie de la BA et la musique en fond. C'est hyper. Là, la musique qui se lance et puis c'est une musique très moderne. C'est très rap. Ouais. Voilà, on n'est pas bam bam, on va se taper sur la gueule. Bam, cette année, l'Union fera leur force. On voit tout style d'action. On voit des courses poursuites. Des kung fu fights, des bébés qui s'enfuient. Beaucoup d'action. Le dragon, à un moment, qui s'excite pas mal et qui crache de la glace. Attention. C'est peut-être vraiment le dernier des dragons en fait. C'est du feu qu'on l'attendait, bam, de la glace. Mais ne dénigre pas les dragons de glace enfin. Enfin, c'est extrêmement puissant. J'ai eu des problèmes avec les dragons de glace. Mon âme de Zelgaga se réveille. Il y a de très beaux dragons de glace dans l'univers de la légende de Zelda. Ah, les fanboys, j'en peux plus, je vous jure. Le monde va mal, la confiance a disparu. C'est ce qu'elle lui dit, hein, Raya, à ce dragon. Mais le dragon, on la rassure, ces petits moments émotion de la BA. Peut-être que le monde va mal parce que la confiance a disparu. Oui, je sais pas si c'est très rassurant, mais en tout cas, c'est philosophe. On se doit de faire le premier pas. Enfin, c'est philosophe, pilier de comptoir, hein, parce que. Donc voilà. Oui, bah, c'est un peu philosophie Disney, facile. Quoi, hein, philosophe Disney. Un monde qui va mal, la confiance qui a disparu, un pangolin, des masques. On est encore en train de. Tu es en train de penser qu'il y a peut-être un rapprochement à faire avec le crystal meth. Oui. Bon, bref, toujours de l'action. Vraiment, ça a l'air d'envoyer le pâté en action. Et là, boum, titre, ça explose. Raya est le dernier dragon dans une police Tortue Ninja. Raya est le dernier dragon. Raya est le dernier dragon. Raya est le dernier dragon. Et on n'y coupe pas, évidemment. C'est pas la fin de la BA parce que dans une BA Disney, il faut conclure par le petit gag. Petit gag prosaïque. Voilà. Est-ce que tu veux nous le raconter, Clémence? Je sais que t'aimes bien raconter les petits gags de fin. Les petits gags prosaïques, pipi caca. Alors en fait, on a vu que ce dragon est, je pense, la caution humour. En plus de la caution un peu humaniste, apprentissage. Et donc, on a cette petite blague du dragon qui, d'un seul coup, se transforme en femme. Donc, la dragonne qui se transforme en femme, qui peut prendre apparence humaine et qui s'extasie d'avoir, du coup, dans son corps humain, les fesses aussi proches de la bouche. C'est ça, je crois, de la tête. Oui, c'est ça. Pardon. Oui, c'est ça. On n'est pas loin. La Fais tête, gaffe, la tête aussi des proche dragons, de l'arrière. pourrait nous tomber sur la gueule. Hein. Fais gaffe à comment tu parles et des que dragons. du coup, ça va faciliter la digestion. Ah, trop rigolo. Voilà, puis petit pangolin de fin qui fait en train de manger des boulettes là. Digestion, pangolin. Prochainement au cinéma, ils ont bien mis prochainement parce que du coup, en fait, le film il était prévu pour le 14 avril, mais bon, vu que Castex il a parlé, hein. Il a dit quoi, Kevin Castex? Il a dit nous sommes les meilleurs d'Europe. Voilà, sortie prévue le 14 avril, mais franchement, on y croit moyen. Donc prochainement au cinéma, le film est déjà sorti aux États-Unis, il est déjà sorti dans certains pays, notamment la Malaisie. Et il est déjà sorti sur Disney+, bien sûr. Ouais, il est sur Disney+, mais il devait sortir au cinéma en France, mais bon, ce sera certainement pas le cas. Est-ce que ça vous donne envie de voir cette BA? On s'est beaucoup étendu, mais est-ce que ça vous donne envie de voir cette BA que vous avez vue? Donc du coup, je reprends ma question, on revient en arrière. Voilà, bravo Romain, tu ne sais plus parler. J'ai envie de faire pipi. C'était trop que tu recommences encore une fois. Quelle connasse. Est-ce que ça vous donne envie de voir Raya et le dernier dragon, cette BA? Marion, allez, vas-y, je te lance. Toi qui es religieuse Disney, c'est ta religion. Bah alors, j'ai envie de te dire que quoi qu'il arrive, je le verrai. En même temps, je disais ça pour Mulan que je n'ai toujours pas vu. Shame on me. Ouais, mais tout le monde s'en bat. Mais non, mais je pense que je le verrai quoi qu'il arrive parce que c'est Disney. Après, franchement, ça me laisse un peu sur ma faim. Comme la toute première BA que j'avais vue, genre, je pense il y a au moins 6 mois. Je sais pas, il y a un truc qui me manque. J'aime bien globalement le côté hyper moderne, ça va se taper tout ça, mais j'ai un manque d'empathie pour les persos. Il me manque un côté fantastique, un côté féerique. Je sais pas pourquoi. Peut-être que ça se dissipera tout seul en voyant le film. Peut-être ça. Ben non, pas forcément. Mais je sais pas. Il me manque quelque chose. J'ai du mal à mettre le doigt dessus, mais il me manque quelque chose pour être emballé à 100%. Mais en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de. En fait, je retrouve beaucoup de clins d'œil à beaucoup de Disney. Je vois un peu de Reine des Neiges, je vois un peu de Vaiana, je vois un peu d'Atlantide, je vois un petit peu de Mulan, je vois un peu de Réponse, je vois plein de choses et j'ai du mal à trouver une identité propre au film. Voilà, j'aimerais voir pour me faire une opinion, mais voilà, je suis pas tranchée. D'accord, mitigé. Pourtant, avec l'épée.
Pardon. Pourtant, il y a l'épée fouet. Il y a l'épée fouet quand même. Hein. Et toi, Clémence, envie de voir ce film ? Eh bien, oui, ça me donne envie. Et justement parce que je trouve qu'il y a un côté très terre-à-terre, action, réaliste, sans trop de magie, à part le dragon. Mais voilà, cette BA qui montre pas mal de combats et de confrontations de pouvoir. Je sais pas, ça me donne envie, ouais. Ça me donne vachement envie pour le côté aventure-action. Je trouve que c'est un Disney d'action, vraiment plus que même les précédents. Après, j'ai pas vu Vaiana, juste vu La Reine des Neiges en récent, mais... En tout cas, comme c'est présenté, là, oui, l'action, elle est clairement mise au cœur du truc. William, as-tu envie de voir ce film avec cette BA ? J'ai envie de voir le film parce que c'est Disney et que Disney, en termes d'animation, ils sont quand même toujours assez au top, quoi, aussi bien d'un point de vue technique que très souvent d'un point de vue scénaristique. Après, je suis un petit peu comme Marion, comme la bande-annonce nous révèle pas grand-chose. Et on pourrait avoir la mauvaise surprise d'avoir un Disney pas très épique, pas très... ils aient tout mis dans la BA, quoi. Non, pas forcément, mais juste que ça soit finalement, comme disait Marion, qu'on n'ait pas trop d'empathie pour les personnages, qu'on soit pas très intéressé par l'histoire. J'espère qu'au contraire, ils ont bien monté leur bande-annonce pour qu'ils nous révèlent rien du tout, que les seules choses qu'on repère, c'est justement potentiellement des clins d'œil qui en fait n'auront pas beaucoup d'importance dans l'histoire et qu'on soit totalement surpris par le scénario. Après, moi, c'est vrai que j'ai un petit désamour pour Disney en ce moment parce que politique de distribution, on en a déjà parlé plusieurs fois je suis tellement d'accord avec toi. dans l'émission, mais c'est Disney, quoi, donc je vais y aller et je sais qu'ils vont encore nous mettre une claque et que je vais quand même les kiffer et que je vais les détester, les aimer, quoi. Espérons-le. Kevin, as-tu envie de voir ce film ? Moi, je suis grave hypé par le film et je suis assez étonné parce que moi, Disney, un peu comme William, j'ai un gros désamour pour plein de raisons, notamment leur politique commerciale en particulier. Mais je sais pas, Raya, là, ça me donne vachement envie déjà. Je trouve que l'héroïne, elle est méga classe. Franchement, elle pète la classe, Raya, je trouve. Elle est trop badass. Elle nous a dit hors antenne, si j'étais plus enfant, si j'étais plus jeune, je tomberais facilement amoureux. C'était un euphémisme, mais je suis déjà amoureux. Oh bah du tout. Elle est jalouse. Elle est jalouse. Mais pas du tout. C'est un dessin animé. Pas du tout, enfin. Tu sais manier les épées fouet, toi ? Non. Alors. Non, il y a plusieurs raisons. Déjà, graphiquement, ça a l'air vraiment au top. Ça a l'air vraiment dans le top de ce qu'on fait actuellement. Mise en scène, ça a l'air d'être vraiment maîtrisé également. Et puis moi, je sais pas, je trouve qu'il y a une vibe un peu à la. Je sais pas si vous connaissez le dessin animé Avatar, The Last Airbender. Bah oui, bien sûr. Je trouve qu'il y a une vibe. Nickelodeon, trop bien. Il y a un peu une vibe comme ça, quoi. Genre légende, mais ancrée dans une sorte de réalité quand même. Du coup, ça te fait pas un peu penser à plutôt la légende de Korra, qui est la suite de Avatar. Qui est la suite, ouais. Ça fait un peu penser à ça. Et je sais pas, moi, ça me hype vraiment. Je suis vraiment curieux. C'est vrai que ça percute, ouais. Vous êtes tout seul là. Oui, discussion de geek. Non, mais excusez-nous d'être des nerds. nerds. Vous n'êtes pas les seuls. J'ai vu des internautes qui citaient beaucoup Avatar Dernier Maître de l'air. Je trouve qu'il y a une vibe. Ça ressemble pas à 100%, mais il y a une vibe. Et toi, Romain ? Comme Marion, on voue le même culte à Disney depuis notre tendre enfance. Voilà, effectivement, le 59e grand classique, Marion, c'est un grand classique. Hein, oui. Non, c'est pas un débat. Ouais. On va passer sur ce sujet. On a des débats avec Marion sur ce qui est un grand classique et ce qui ne l'est pas. Enfin bon, bref. Au lieu de profiter d'un barbecue arrosé comme des gens normaux. Voilà, qui s'est produit pendant un barbecue, le grand classique Gate. Et du coup, oui, non, voilà. Moi, c'est marqué Disney Animation. Attention, je précise parce que j'ai beaucoup de réticence, vous le savez, quand on a fait Le Roi Lion et d'autres trucs, j'ai beaucoup de réticence aux films live Disney, surtout avec leur technique là de passer ça dans la machine à film, refaire la même chose que le dessin animé qui est sorti il y a 20 ans. Plan par plan. Voilà, pratiquement. Donc, à une bouse de. à une bouse près. en les rallongeant tous de plusieurs secondes pour qu'à la fin t'aies un film de 2 heures alors que le premier il en fait une 30, tu vois. Puis on appelant Beyoncé pour faire la voix. Enfin bon, ce genre de délire. Non, là pour le coup, j'ai toujours été friand d'animation, hein, peu importe. Je suis pas du tout de ceux qui sont sur les polémiques. Ouais, il y a trop de meufs et tout. Non, au contraire, je trouve que les meufs elles sont tellement badass dans les films Disney et puis ça change. J'aime bien, ça vient casser avec le côté prince charmant, machin, j'attends dans un château qu'on vienne me délivrer. Je fais le ménage, tout ça. Là, pour le coup, c'est surtout que si les gens ils gueulent au bout de 3 films, je veux dire, il y en a quand même eu, tu disais c'était le combien il y en a eu 50 avant où les meufs étaient toujours des princesses ça a commencé depuis gentillettes. Réponse, quoi, en fait, on va dire. Donc, hein, vraiment, ce truc-là. Mais, même dans Aladdin, Jasmine, elle est quand même un peu badass. Voilà, quoi. mais bon, ça reste quand même la princesse, quoi, à sauver. C'est toujours un peu la caution féminine à sauver, quoi. C'est un peu le problème. Mais là, pour le coup, c'est l'héroïne, en fait. Elles sont héroïnes et tout. Et même dans Zootopie, c'est une héroïne. Enfin, voilà, c'est pour le coup, là, Raya, beaucoup d'action, beaucoup de choses qui me donnent envie. Ça m'a l'air vraiment badass. Ça m'a l'air surfer un peu aussi, peut-être sur la vague Viking, Game of Thrones. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait un truc comme ça, relié à d'autres tribus et tout. Donc ça va faire voyager, j'ai l'impression. Et donc, ouais, ça me donne super envie. Puis techniquement, ils ont l'air d'avoir pris un level up
qui est assez fou. Mais par contre, voilà, le film, là, c'est ce qu'on nous on attend. Attendez, avant de faire la suite, on n'a juste pas parlé d'un truc. C'est est-ce qu'à votre avis, il y a des musiques dans ce film? Alors, comédie musicale, tu veux dire? Est-ce que ça sera des chansons? Est-ce que comme pour La Reine des Neiges, il y a des chansons et même des musiques emblématiques qui vont en faire un hymne? Non, je pense pas. C'est peut-être ce qui me manque dans le côté féerique de la bande-annonce en fait. Ah, toi, tu aimes bien quand ça chante. Ah ouais, non mais moi c'était ma grosse déception de La Planète au Trésor et d'Atlantide, mine de rien, parce que je crois qu'il n'y a qu'une chanson dans Atlantide. Non, il y a une chanson dans La Planète au Trésor et 0 dans Atlantide. C'est ce qui fait que j'aime encore moins en fait ces deux dessins animés là de Disney. Ouais, puis ils sont pas terribles aussi au passage. Non mais ça, attends, Atlantide ça cesse regarder, Planète au Trésor Planète au Trésor c'est imbuvable, on est d'accord. Non, puis c'est David Hallyday qui fait la voix. Ouais, voilà, Planète au Trésor c'est impossible. Mais par contre, Atlantide, je trouve que ça peut se laisser regarder éventuellement. Ouais, c'était pas le bon moment peut-être pour le genre. Moi j'aimais bien Kira. Mais bon, en même temps j'adore la légende de l'Atlantide, donc je suis pas très objective. Mais voilà, je trouve que ça se laissait regarder. Et en fait, ouais, moi je trouve que ça fait partie de la patte Disney d'avoir ce côté musique, féerie qui t'emmène en fait dans le récit parce que c'est jamais gratos. Ouais. Et c'est peut-être un petit peu ça qui me manque en fait dans la manière dont la bande-annonce est montée en tout cas. En fait il y en aura peut-être, il n'y a pas de raison parce que c'est vraiment une super surprise. Dites-moi ce qu'il en était pour Vaiana vu que je l'ai pas vu, mais dans La Reine des Neiges il y a des chansons, donc en fait dans les derniers il y a eu des chansons. Après est-ce qu'ils mettaient les chansons dans la bande-annonce? Pas forcément. Il n'y en avait pas dans les mondes de Ralph, donc je pense qu'ils. Mais alors curieusement ça m'a pas du tout dérangé dans Zootopie. Ils font une fois sur deux du coup, ils font une fois sur deux. À mon avis il y a un film qui aura les musiques extra-diégétiques qui seront pas interprétées. D'ailleurs on aurait pu se passer de la musique de Zootopie chantée par Shakira, c'est très chiant. La gazelle c'est très chiant. J'avoue. Non mais après ils sont pas forcés non plus de faire des chansons. Si le film il se tient rythmiquement dans la narration sans chansons, ils sont pas obligés d'en faire. Pour moi ça fait tâche. C'est leur identité, c'est leur identité. De ce que ça avance, ça ferait tâche. Je les vois mal au milieu d'une phase d'action avec une épée qui. Je maîtrise l'épée. Regarde, Mulan qui est quand même un gros film d'action parce que mine de rien la romance elle est quand même passée au second plan, surtout qu'avec le côté un peu traditionnel, c'est pas du tout mis en avant parce que ça fait mauvais genre. Comme un homme, la chanson elle est juste magique quand elle monte au poteau, c'est un des meilleurs moments de Disney de toute ma vie, tu vois. C'est ma chanson préférée de Patrick Fiori. Mais oui, complètement. Et je pense que je serais déçue s'il n'y en a pas. Regarde dans tous les derniers qui ont marché. Réponse, Vaiana. La Reine des Neiges, il y en a. La Reine des Neiges 2. Il y en a une. La Reine des Neiges 2. Il y a au moins une chanson dedans et voilà. Faudrait revoir les bandes annonces. Je suis pas sûre que ce soit mentionné dedans. Mais... Oui, c'est ce que je voulais dire. Donc à mon avis, point d'interrogation sur la chanson et il est possible. Ah moi je mets ma main à couper qu'il n'y aura pas de musique chantée par les personnages. C'est une institution les héros. Ou bien peut-être une musique à la Tarzan, tu vois. Doubidou baba bidou bidou par le pangolin. Il y en a des musiques dans Tarzan. C'est chanté par Phil Collins, mais jamais par Tarzan ni Jane, tu vois. Demande une seule famille. Tu te rappelles? Laisse ton cœur et le destin guider toute sa vie. En tout cas, c'est une institution d'avoir une héroïne qui chante son objectif dans la troisième chanson d'un Walt Disney. C'est une institution. Je vais chercher la Crystal Mate. Crystal Mate, le tube de Raya. Non, mais tu vois, c'est partir là-bas d'Ariel. C'est quand Hercule il va retrouver son père, ses origines, tout ça. C'est de la balle. Il y a un phénomène de société derrière ça, c'est que les femmes chantent quand elles sont enfermées et pas dans l'action. Peut-être que quand elles sont dans l'action, elles ne chantent pas. Vous avez 3 heures. Tu m'as perdu le génie qui chauffe là. Mulan elle chante quand elle est enfermée, mais elle chante pas. Sinon elle chante avec ses copains quoi. Ouais, c'est vrai. Donc la chanson dans un Disney est sexiste. Vous avez 3 heures. Non, c'est bon, il a répondu, il lui a fallu 10 minutes. On m'avait perdu. On pourrait faire une polémique sur les chansons sexistes ou pas, mais en tout cas, des polémiques, il y en a. À chaque fois qu'il y a un Disney, il y en a. Quand c'est pas un tel, c'est un autre. Et là, Raya n'a pas dérogé à la règle, quoi. 5 jours après la sortie du film, c'est déjà en polémique. On va parler tout de suite sur la polémique. Jingle improvisé, c'est parti. Ils arrêtent pas de se disputer. Polémique. La polémique. Allez, va pisser, va. 2 hours later. Polémique. La polémique autour de Raya, quoi qu'est-ce? Allez, faisons vite. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Le film est sorti. Le film est clairement centré sur l'Asie. Mais sauf qu'ils n'ont pas ciblé un seul pays. Non, ils en ont créé un, Kumandra, qui est, pour le coup, on va dire, un gros condensé, on le voit avec les 5 tribus différentes et tout, des principaux pays, des principales régions d'Asie. D'Asie du Sud-Est. D'Asie du Sud-Est. Et ça n'a absolument pas plu de trouver ce condensé des cultures d'Asie du Sud-Est. Et ça a donné l'impression à certains, ceux qui gueulent beaucoup sur les internets, que ces cultures
sont pour Disney substituables. Toutes les mêmes, genre. Voilà. Du coup, l'Asie, c'est toutes les mêmes. L'Asie est un énorme pays, voilà, dont la capitale est Shanghai, je le rappelle, évidemment. Qu'est-ce qu'on en dit, nous, à FetaBA? Moi, je sais pas, en tout cas de mon côté, je trouve que c'est un peu bête, parce que déjà c'est clairement un film qui est un peu, à mon avis, une idée un peu fantasy en fait. C'est de l'heroic fantasy, mais dans un monde d'inspiration asiatique, quoi. On parlait d'Avatar tout à l'heure, c'est exactement ça en fait. C'est un pays qui n'existe pas, d'inspiration asiatique, avec des peuples qui sont inspirés de différents peuples ou pays d'Asie, et en fait il n'y a aucun problème. C'est juste que à mon avis, c'est des gens qui peut-être se disent qu'effectivement, il y a très peu de films qui mettent en avant des héros ou des héroïnes qui sont de Malaisie ou d'autres pays d'Asie du Sud-Est. C'est sûrement vrai, mais après c'est pas parce que tu fais un film avec des personnages asiatiques qui se situent dans un lieu inspiré de l'Asie du Sud-Est que tu es obligé de dire qu'ils sont malaisiens de tel ou tel pays en fait. Moi je trouve que c'est un peu une fausse polémique. Clairement, on est d'accord. Oui, parce qu'en fait c'est vrai, c'est pas un documentaire, hein. C'est une fiction, et depuis toujours en fiction, dans les œuvres artistiques, les auteurs ils s'inspirent, ils font une espèce de puzzle de plein d'aspirations qui viennent de plein de pays, de plein de régions du monde. Tu peux trouver des trucs inspirés à la fois du Japon et de l'Allemagne en même temps. Les nouveaux héros de Big Hero 6, c'est clairement un mélange de Tokyo et de San Francisco. La ville s'appelle San Francisco. En fait, souvent quand les auteurs font ça, ils font forcément des images d'Épinal, quoi. Mais ça veut pas dire qu'ils ont vocation à représenter un truc dans tous ses détails en mode documentaire, en fait. Puis pourquoi forcément vouloir rationaliser tout comme ça tout le temps? Mais pourquoi vouloir faire du bruit tout le temps pour dès qu'il y a un truc qui sort? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont frustrés d'être confinés chez eux, qui ont besoin de faire de lâcher la soupape, d'exister autrement que. Par contre, je pense que cette polémique elle prend de l'importance actuellement parce qu'il y a aussi tout un sujet de racisme asiatique aux États-Unis en ce moment. Ouais, clairement. Par contre, je vois pas en quoi c'est une réponse. J'ai lu ce truc-là et ils disent oui, Raya, c'est une réponse à tout ça. Non, c'est parce qu'en fait, comme en France, il y a eu un gros racisme asiatique parce que le virus du Covid vient de la Chine, donc il y a des gens qui font un drôle de lien entre les deux. Qui fait ça? Qui fait ce lien? Les gens. Les gens. Non, par exemple, c'est de l'humour. Bien sûr, tu prends par exemple Trump qui a pas arrêté de dire le virus chinois pendant un an. Oui, ça marotte, mais. Trump n'est pas un exemple. Oui. Non, mais mais le problème c'est qu'il y a des gens qui l'écoutent. Il a quand même été président des États-Unis pendant plusieurs années. Le problème c'est qu'il y a des gens qui l'écoutent, qui sont d'accord avec lui, qui du coup. Mais après, c'est vrai qu'il y a quand même ce racisme ordinaire contre les Asiatiques dont on parle assez peu finalement, tu vois. Tu sais, on peut. Tu sais, aujourd'hui, maintenant, quand tu veux faire une blague un peu raciste que sur d'autres types de minorités, même si j'aime pas ce mot-là, mais bon, de minorités, les Asiatiques, ça passe, tu vois. Souvent, ça passe. Et les Roumains. Les Roumains aussi. Les Roumains, c'est aussi, c'est le même problème. Tu peux faire des blagues genre l'Asiatique, il est bon en maths, ça choque personne, tu vois, alors que ça devrait choquer des gens, par exemple. Ou avec l'accent. Et à mon avis, c'est aussi pour ça qu'il y a cette polémique, parce qu'effectivement, il y a un problème. Il faut le mettre en avant, mais après, c'est pas une raison pour taper sur des films qui n'y sont pour rien. En fait. En fait, ils choisissent le mauvais cheval de bataille, quoi. Vous pouvez parler de cette polémique, mais pas sur ce ils ont genre un peu de mélangé aussi le problème, parce qu'il y a eu une grosse polémique aussi sur les doubleurs. Il y avait eu la polémique de BoJack Horseman sur le fait que la vietnamienne de BoJack Horseman, le personnage de Diane dans BoJack Horseman est vietnamienne et qu'elle a été doublée par Alison Brie, qui est une blanche américaine. Bref, ça, pour moi, c'est de la connerie, le doublage. Enfin, bon, bref, tout ça, c'est un autre débat, mais je veux dire, ils ont un peu mélangé ça aussi au fait que les doubleurs, là, pour le coup, Disney, c'est quand même bien sécurisé en prenant que des doubleurs asiatiques. Le problème, c'est qu'on est parti chercher là-dedans. Ouais, mais pourquoi on a mélangé la Corée avec la Chine, avec machin et tout. Et on retrouve notamment dans le rôle de Raya, Kelly Marie Tran, là, qui est aussi celle qui s'était pris sur la gueule parce que c'est celle qui est dans Star Wars. Mais en fait, c'est ça qui est compliqué dans cette polémique. En vrai, elle est pas inintéressante à étudier, mais en soi, elle n'a pas lieu d'être. Mais c'est vrai que d'une part, Disney a voulu vraiment faire des efforts dans le sens où ils mettent même Kelly Marie Tran, ils assument et ils supportent cette actrice qui a été harcelée dans Star Wars parce qu'elle était dans Star Wars. Voilà, parce qu'elle avait un personnage trop en avant alors qu'elle était asiate. Et puis donc eux, ils ont cette démarche. Après, il y a aussi d'autres choses qui se mêlent à ça, c'est que Disney et la Chine en ce moment je sais pas comment le dire. Non, mais voilà. Ils bossent beaucoup ensemble. Ça brosse un peu dans le sens du poil, donc il y a ça. Bon, et donc ils placent aussi leurs pions. Et puis à côté de ça, en fait, c'est juste le symptôme d'un effet de société qui est l'évolution de la société. C'est-à-dire que par rapport aux minorités en général, il y a tout un combat avec les minorités noires et on voit que les choses évoluent et que les représentations, ça évolue. Il y a plein d'efforts qui sont faits et tout. Donc forcément, après, dans l'évolution, on va de minorité en minorité, on s'attaque à tout en fait, mais ce qui est normal, tu vois, parce ce qui est bien en vrai.
de se soucier de plus en plus de sujets et de choses et de catégories de gens. Donc là, on en vient aux Asiatiques. Il y a un vrai sujet aux États-Unis, c'est soulevé et tout. Après, comme vous dites, je pense qu'ils ont les gens qui font polémique sur Raya, ils prennent le mauvais bouc émissaire, quoi. Oui, c'est parce que c'est pas ça qu'il faut attaquer. Moi, je trouve que ce qui est magique en fait dans le doublage, c'est que justement, tu peux en fait doubler quelqu'un qui n'est pas ton emploi. Voilà, t'as un physique de jeune première par exemple et tu doubles, je sais pas, la vieille sorcière du conte entre guillemets. Bah voilà, je trouve ça génial parce que le doublage te permet ça et je trouve pas ça forcément nécessaire. D'avoir quelqu'un de la minorité qui est représenté dans le doublage, je trouve ça bien parce que voilà, c'est un engagement comme un autre, mais en attendant, je trouve pas ça condamnable de prendre quelqu'un justement qui ne serait pas cette minorité pour doubler, parce que c'est justement ça la magie du doublage, c'est que voilà, ta voix n'est pas nécessairement représentative de ton physique ou de ta culture, et ce serait tellement réducteur de faire ça. Et d'ailleurs en France ça n'a pas été fait puisque les deux personnages principaux qui sont Raya et Sizou. Oui, Sizou. Mon moyen mémotechnique, c'est Zizou, pardon. C'est Aquafina qui fait Sizou dans la version originale. Voilà, et c'est Géraldine Nakache en France. Voilà, je trouve ça très bien, pourquoi pas. Enfin, en fait, on s'en fout du physique du doubleur. Oui, si ça peut donner du boulot à des minorités qui sont en galère, pourquoi pas. On passe de plus en plus de temps à écouter ceux qui gueulent pour rien. Et le problème, c'est qu'ils trouvent raison dans les actions que font les productions, notamment là, les Simpsons, le docteur noir là, des Simpsons, qui a été du coup n'est plus interprété par son doubleur parce que son doubleur n'était pas afro-américain. Je veux dire, voilà, c'est le genre de truc qui te rend ouf, quoi, parce que tu t'es habitué à une voix pendant des années. Du coup, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un d'afro-américain peut pas doubler quelqu'un qui est blanc? Oui, mais si, c'est ça la logique. En fait, c'est un gros sujet de fond qui ne concerne pas que le doublage, qui concerne aussi l'acting et qui concerne aussi les écrivains, par exemple. C'est qu'en ce moment, c'est beaucoup interroger la légitimité à représenter quelque chose qui n'est pas toi ou à incarner quelque chose qui n'est pas toi. Et je suis d'accord avec toi, Marion, c'est dramatique parce que en fait ça coupe aussi court à toute empathie vis-à-vis des autres et au fait de pouvoir se projeter dans quelque chose qui n'est pas soi, et ça serait très grave en fait si on était juste cantonné à ce qu'on est nous, et voilà. C'est les extrêmes de la bien-pensance. C'est plus clivant encore. Après moi je pense que malheureusement ça vient du vrai problème. Par exemple le doubleur pour les Simpsons, j'imagine que le problème vient du fait qu'à la base dans l'équipe de doublage des Simpsons il devait pas y avoir beaucoup de personnes noires, tu vois, et qu'ils se sont dit tiens, peut-être que pour le personnage noir il faudrait qu'on mette quelqu'un de noir. C'était surtout des questions qui se posaient pas à l'époque. Oui, en fait, mais après je pense que ça vient aussi de là, c'est que déjà s'il y avait plus de parité de base, on ferait pas des polémiques dévoyées comme ça pour des bonnes raisons à la base qu'on applique mal en fait. Le fait que ça arrive dans Raya là pour le coup, qu'on étende ça à l'ethnie, à l'Asie, l'Asie du Sud-Est qui est mal représentée et tout. Merde, c'est de la fiction, quoi. Je veux dire, ça veut dire quoi prochainement? Que dans le dico, on va devoir réécrire la définition du mot fiction? C'est ça le problème, c'est qu'en plus, la polémique, c'est même pas seulement que ce soit des personnes asiatiques, c'est que c'est des personnes qui ne soient pas originaires d'Asie du Sud-Est. Parce que justement, voilà, c'est des personnes qui sont majoritairement d'origine coréenne, d'origine chinoise, mais justement pas d'origine du Sud-Est. Donc c'est encore plus pointu, en fait, que ça, le problème. C'est-à-dire qu'en gros, quand t'as un personnage français dans une fiction, faudrait que ce soit un Français qui le double. Ouais, faudra faire un film Disney par pays. Bientôt, ça sera entre les Bretons et les Parisiens, tu sais. Mais oui, voilà, gros dilemme, je suis les deux. Ah, mais qui vas-tu choisir? Et puis on va pousser le truc, et puis bientôt ça sera en fonction du résus sanguin. Enfin, tu vois, c'est débile, quoi. Enfin, la couleur de cheveux. Est-ce que t'es positif au Covid ou pas? Est-ce qu'on pourrait parler vite fait de l'autre polémique qui, pour moi, m'hallucine, c'est le côté... c'est un personnage féminin et ça râle parce que ça devrait être un mec. Alors je peux dire deux choses là-dessus. Vas-y. Très rapidement, moi je trouve ça bien que Walt Disney compense les 99% d'autres films où c'est des mecs qui sont mis en avant, personnellement. Et en plus de ça, j'ai quand même l'impression que les gens qui vont essayer de se faire passer pour des la parité homme-femme dans Walt Disney n'existe pas, quelque chose me dit que c'est les mêmes blaireaux qui il y a 6 mois se plaignaient quand on a dit qu'on allait mettre James Bond en femme, tu vois. Donc sérieusement les gars, taisez-vous un petit peu. C'est agréable de voir des femmes au cinéma, même si c'est qu'en film d'animation, c'est déjà un premier pas. Et continuer à Disney, moi là-dessus, je les soutiens à 100%, quoi. Pour une fois qu'ils font un truc bien. Oui, il y a des combats qui sont bien, des polémiques qui le sont aussi, qui font avancer les choses, et puis d'autres... Non, mais c'est surtout que moi ça me choquerait pas de voir un mec héros de Disney. Enfin, c'est pas ça qui est gage pour moi de qualité d'un film. Je regarde pas à chaque fois si le héros est masculin, féminin, je m'en fous, ça me passe complètement au-dessus. Et oui, en termes de représentation, si vraiment on veut compter les points, dans le cinéma de manière générale, pas le cinéma d'animation, le nombre de rôles masculins et le nombre de rôles féminins, notamment dans les premiers rôles, il est clairement en faveur des hommes, donc ça va. Et puis en plus, même dans les rôles de féminins de films d'action,
parce que là Raya c'est clairement un film d'action, bah, c'est pas sexualisé en plus. C'est peu, parce que la plupart des films d'action avec des femmes en premier rôle, elles sont toutes sexualisées, de quoi qu'il arrive. Elles sont toutes en mode espionne, regarde mes ins et après je te tue, tu vois. Enfin, c'est... Non, mais c'est vrai. Et quand elles sont passées, elles sont traitées comme des hommes. Anna, le truc Sparrow là avec Jennifer Lawrence, enfin il y en a plein des comme ça. Nikita. Ouais. Et quand c'est pas ça, elles sont traitées vraiment comme si c'était des personnages masculins. C'est-à-dire qu'elles ou alors c'est des badass, c'est lesbiennes qui vont casser des gueules, qui n'ont aucune émotion. C'est des Sarah Connor après. J'attends toujours Expandables au féminin. Bon, on sait que de toute façon Disney il réagit toujours à ce genre de commentaires, ce genre de polémiques. J'espère juste qu'ils ne vont pas nous faire de la soupe insipide pour le reste. Parce que si on doit faire des gars qui s'expriment pas d'un côté, qui doivent pas être représentés de telle manière, machin, de venir d'un pays, à la fin on aura un bloc, un cube. Il faudra choisir la bonne couleur pour pas non plus faire polémique sur la couleur du cube. Pour faire plaisir à tout le monde. Il y aura plus d'animation. En vrai, pour conclure, le seul truc que je reprocherais à la limite à Disney, c'est si jamais ils veulent absolument répondre à ces polémiques et être dans le bon positionnement pour faire consensus avec tout le monde et qu'ils oublient, au-delà de ça, une bonne histoire. La fiction. C'est-à-dire, s'ils commençaient à faire des dessins animés dont l'intrigue serait zéro, toujours la même, pas originale, ça commencerait à me décevoir, et que voilà, qu'il y aurait juste une sorte d'opportunisme et de bon positionnement qui en soit bien, mais s'il y a plus que ça, tu vois, ça serait dommage. Après, je pense qu'ils ont quand même l'intelligence de se dire attention, les gens qui râlent, on les entend beaucoup parce que ils râlent, mais en fait, ils représentent c'est le problème d'Internet. Ceux que t'entends très souvent, c'est la toute petite minorité qui a vraiment du temps à perdre et qui va s'exprimer, alors que la majorité des gens s'en foutent et vont même pas interagir avec eux. En fait, je pense que Disney, ils ont l'intelligence de savoir ça. Ils ont l'intelligence, mais en même temps, ils revoient aussi leur catalogue. Quand ils mettent les Aristochats et compagnie dans une certaine catégorie. Ça, c'est encore autre chose. C'est encore la cancel culture et tout, c'est un autre débat. Bon, et bien justement, si nous nous intéressions à cette minorité de gens qui s'expriment sur Internet et dont on n'a rien à foutre. Exactement. On écoute que ceux qui font plus de bruit, en fait, c'est ça. Et on verra ceux qui font le plus de bruit dans les commentaires du comme ci comme ça qui arrive tout de suite, parce que je pense qu'il va y avoir un certain petit lien avec notre débat sur la polémique qui n'en est pas vraiment une pour nous. Le comme ci comme ça, c'est tout de suite. Comme ci, comme ça, comme ci, comme ci, comme ça. Les commentaires des internets. Comme ci, comme ça. Les commentaires des internets. Comme ci comme ça, le comme ci comme ça pour les commentaires par-ci, les commentaires par-là sur les internets. Vous avez eu nos attentes sur Raya. Qu'en pensent les internautes, Clémence? Notamment, peut-être que je pense qu'il y aura des liens avec la polémique du moment. Girl Power, Asian Power. Plusieurs polémiques. Raconte-nous. Les gens ont toujours de quoi se plaindre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lire, peut-être alterner entre commentaires qui se plaint et commentaires positifs. Mais d'abord, nous commencerons par un commentaire juste très drôle, qui tu sais nous surprendre. qui est juste Maxime Rousier qui dit « Mais ça a l'air grave lourd, ça. Trouve un enfant pour qu'on ait prétexte pour y aller, Pauline Simon. » Trouve un enfant. De quoi? Pour lui, le pass d'entrée pour aller voir un Disney, c'est d'avoir un enfant. Trouve un enfant pour qu'on ait prétexte pour y aller. Bah déjà, t'as pas besoin d'y aller parce que personne te regarde à ton écran de télé chez toi. Oui, c'est vrai. C'était juste dans un monde où les ciné étaient ouverts, bien sûr. Trouve un enfant. Prends le premier enfant venu et puis allons au cinéma. Chelou. Alerte enlèvement. La petite Camille a disparu. Bon, alors après, je vais pas vous lire les 36 000 commentaires qui disent que Raya n'est pas originale et juste une ressucée de Vaiana, de la Reine des Neiges, un mélange de tout ce qui a déjà été fait, etc. Mais nous avons notamment Manon Aquin qui dit « Quand on voit la tête de la dragonne qui ressemble à un mélange entre la Reine des Neiges et une licorne », parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont dit que la dragonne ressemblait à Elsa. Moi, je trouve qu'elle ressemble, petite parenthèse, je trouve qu'elle ressemble à comment dire, la représentation féminine des envies sexuelles dans Big Mouth, la série Netflix. On ne regarde pas tous la même chose, Romain. Bref, c'est pour ça que je savais que ça n'avait pas du tout d'importance. Chez nous. C'est pas du hentai, c'est Big Mouth sur Netflix. Donc elle dit, quand on voit la tête de la dragonne qui ressemble à un mélange entre la Reine des Neiges et une licorne sous acide qui regarde mon petit poney, on se dit que Disney a des progrès à faire en matière de dragon. Autant Mushu ressemblait à un dragon chinois, autant Sisu ne ressemble absolument pas à un dragon thaï ou cambodgien. Polémique des associations de représentation de dragons à travers donc les films. C'était il y a des gens qui ont des problèmes. C'était commentaire négatif par rapport à la représentation culturelle. Maintenant, un petit commentaire positif de Nathan Lecointre qui dit « Franchement, ça a l'air vraiment cool. J'aime beaucoup le côté asiatique du film qui n'est pas souvent présent dans les œuvres de Disney et on reconnaît la patte de Vaiana qui est juste magnifique et très riche. Hâte de voir ce film si le Covid le permet. » Et en plus, le dragon, il est violet. C'est vrai qu'à part Mulan, on n'a pas eu beaucoup de représentations asiatiques. Peut-être dans Big Hero 6, mais encore mais en fait, si tu pars par là, au niveau de tous les peuples du monde, il y a plein de peuples qui n'ont pas été représentés ou d'autres qui ont été représentés une fois. Enfin, le peuple amérindien qui est quand même un peu... Voilà.
le peuple le plus proche, on va dire, des Américains. C'est Pocahontas, l'histoire. Donc... c'est ou Frère des ours. Enfin, Aladdin, oui, ou Frère... si, il y a Frère des ours quand même. Mais bon, on est plus chez les Canadiens, peut-être. On est plus chez les préhistoriques, donc c'est... tant que les moins de 20 ans non, peuvent mais pas connaître. Tu vois, Aladdin, c'est le seul peuple du Moyen-Orient qui est quand même pareil, dans Aladdin, c'est une mixité de tous les pays du Moyen-Orient. Enfin, on n'a pas chié une pendule pour ça. Enfin bon. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Alors maintenant, je passerai à la polémique une femme, encore une femme. Mais avant ça, petite interlude avec un commentaire drôle de Gauthier Dufour qui dit Raya a l'épée de Vincent Cassel dans le Pacte des loups. Top cette épée. Ah, c'est là que j'ai vu ça alors. Effectivement. Mais bien sûr. Et donc moi vraiment j'ai été assez choquée par les commentaires qui se plaignent que ce soit une fille et en fait surtout le fait que ces commentaires viennent de femmes. Enfin, je sais pas, en fait. Ouais, c'est que des femmes. Donc, je m'y attendais pas, tu vois. Catherine Carrière qui dit encore une fille qui se bat, il n'y a que ça. Il n'y a plus de place pour les hommes dans cette société. Où est passée la magie de Disney ? C'est vrai. Fatigue les gens. Moi, ce que j'aime, c'est faire la vaisselle et la cuisine pendant que mon mari regarde la magie de Disney, c'est ça. Non, mais j'adore ce qu'elle fait. Où est passée la magie de Disney parce qu'il n'y a plus d'hommes. C'est les hommes la magie de Disney. Ouais. Non, mais oui, pour le coup, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup plus de héros hommes que héros femmes dans Disney. Ça m'étonnerait. Alors une réponse, c'est qu'en fait, j'ai un autre commentaire de Eremana qui regrette plutôt l'absence d'histoire d'amour, justement. C'est ça qui plaît. J'avais un Eremana dans ma classe en primaire. De ouf. Elle dit « Et sinon, une princesse aux grands yeux toute mignonnette qui vit une très belle histoire d'amour avec son magnifique prince, c'est possible ? Parce que ras le pompon de ces héroïnes testostéronées. » Ces héroïnes testostéronées. J'ai une suggestion. Alors, il y a un conte qu'on n'a pas encore adapté, c'est Podane, mais alors il va falloir parler de l'inceste. Bon courage. Il a été adapté sur la scène des Césars il n'y a pas longtemps. C'est pas faux. J'étais assez atterrée de voir le nombre de... C'est fou femmes. ça. En fait, cette impatience au bout de 3 films avec 3 femmes puissantes et qui sont dans l'action. Genre, ah non, c'est plus possible quoi, où sont les hommes ? Bref. Où sont les hommes ? Non, mais qu'est-ce que ça peut foutre quoi ? Pour contrebalancer un message positif de Émilie Casal qui dit un film qui donne envie d'être vu et d'être cette femme. Eh oui. Voilà. Et oui, on avant rêve tous d'être Raya. Même moi, je rêve d'être Raya. Mais moi aussi, j'aurais envie d'être Raya. Et pourtant, j'ai des choses qui s'appellent des testicules. Voilà, ça m'empêche pas d'avoir envie d'être une femme parfois le temps d'un film. Et enfin, juste pour rigoler, un truc qui m'a fait vraiment rire, c'est un tout petit fil de conversation entre Mandine de Oliveira qui dit « Jamais entendu le prénom Raya de toute ma vie et 9 mois après l'adoption de ma chienne baptisée Raya, bim ! Une prod Disney appelée Raya. » Tiens, comme de par hasard. Mais dis donc. Et donc Kelly a répondu à Amandine et lui a dit demande-leur une compensation financière pour vol de nom de chien. En tous les cas, c'est très joli comme prénom. Ajoutons-nous sur Facebook. Et Mandine qui a répondu je te jure, je vais demander des droits d'auteur. Mort de rire. Ça lui a fait la soirée, elle est partie dormir pépère. Eh ben, les gens sont tristes. Hein. Moi, je trouve que c'est bien de conclure là-dessus. Oui, il faut. Un sujet profond. Terminons toujours sur une note positive, évidemment. Oui, sur une note capitaliste. Voilà. Attaquons toutes les entreprises. Allez. Voilà, n'oublions pas qu'on parle de Disney, c'est l'empire, mine de rien. C'est pratique quand même les réseaux sociaux. On peut dire tout ce qu'on veut, caché derrière son écran d'ordinateur. On a un avis sur absolument tout. On se fait tellement chier dans la vie, quoi. Mais tu sais, le comme ci comme ça est pas toujours comme ça. Ou comme si. Mais il se trouve que là, je trouve, comme c'est un film Disney, je pense qu'il y a beaucoup plus de commentaires et les gens se permettent vraiment beaucoup plus, quoi. On touche à une corde sensible, Disney. C'est sûr que sur Poisson Sexe, il n'y avait pas autant de commentaires. Quand on critique Disney, l'a vu à part fait taber à Poisson Sexe. Quand on critique Disney, on sait très bien que ça peut faire monter Marion au rideau, quoi. C'est quoi l'expression ? C'est pas ça, mais vous avez compris. Alors ça dépend. Qu'est-ce que tu veux dire exactement ? Ça dépend ce que tu veux dire. C'est quel est le sens de ta phrase ? Tu peux voir rouge. Non, Raya, c'est un très joli nom. Et le dernier dragon, bon, c'est un très bon complément. Raya et le dernier dragon, est-ce que c'est un bon titre ? C'est nul comme pas titre. Terrible, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Ce titre, il Allez, est nul. Nous, on change ça là. Bam, c'est parti. Fais ton titre. Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre. Le Fais ton titre qui nous permet, nous, chaque semaine, de revisiter le titre de la BA de la semaine. Et là, c'est Raya et le dernier dragon. Très long comme titre. On va changer ça. Marion, allez, à toi l'honneur pour là, tu me fais commencer. Je pense que j'ai le titre le plus pourri de tout le monde, mais il fallait bien trouver quelque chose. Étant donné que je trouve que c'est un melting pot de plein de choses, je dirais Mixa et la cousine de Mouchou. Mixa. Voilà. Mais Mixa, c'est pas une marque pas une crème. C'est la crème pour bébé. Aussi. Mixa bébé. Aussi. Ouais. Mais c'est en rapport avec, tu sais, chef des bébés voleurs, tout ça. C'est petit. Voilà. Mixa, après, j'aime bien en vrai.
Tu as un autre titre? Malheureusement, non. Voilà. C'est là que le bas blesse. Voilà, j'aurais aimé trouver quelque chose de plus percutant, mais malheureusement, après un an d'absence, on est un petit peu rouillé. Ton titre est très bien. Moi, je l'aime bien. Merci. Oh là là, les suceurs. Voilà. C'est de la merde. Et toi, Romain? Oh là là, le mec qui me lance sur mes titres. Vas-y. Alors, mes Battle. titres, laisse-moi ouvrir ma petite page note. Alors, mes titres. Bon, on a parlé au long de l'épisode que c'est un film qui se passe en Asie, avec un pangolin, des personnes qui ont des masques, qui ont perdu la confiance. Origin Story, c'est sûr. J'aurais appelé ça Covid Origins. Pour faire plaisir à Clémence, qui adore que je mette des Origins. On l'a pas vu venir, dis donc. J'étais sûr qu'il allait venir celui-là. C'était pour la blague, évidemment que ce sera pas choisi. Par contre, j'avais pensé du coup au fait que ce soit des tribus et tout qui se battent et tout, machin, nana, etc. Et puis aussi par rapport à notre intro, j'avais pensé à Faux-Lanta. 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 putain. Pour la soupe Faux-Lanta. Faux par rapport à la soupe. Faux-Lanta. Mais oui, faux par rapport à la soupe. Oui, c'est trop ça. bien. La bataille des 5 pas, on va se faire taxer de raciste. J'avoue que Faux-Lanta, c'est pas mal. Je suis quand même à fond sur Koraya, pardon, ça me s'est sorti tout seul, mais. Koraya. Ouais. Oui, voilà, Faux-Lanta, la bataille des 5 tribus. J'avoue Koraya, c'est drôle aussi. En tout cas, Faux-Lanta. Ok. Voilà. C'est vachement mieux que Covid Origins. C'est pas mal. Oui, bien Mais sûr. je t'attendais sur un autre titre. Tu m'attendais sur quoi? Un de mes Bah, titres. dis-nous, tiens. Vas-y. Alors moi j'ai 4 titres. Waouh. Oh là là. Alors, je ne ferai pas Raya Nakamura. Soyez rassurés. Je ne le ferai pas. Bah, On ne l'attendait pas. Je ne le ferai pas. Heureusement que tu le fais pas. En revanche. J'ai peur. Non. Alors comme il y a de l'art martial, j'ai pensé appeler ça Dojo et Dragon. Ouais, Tu vois ce qu'il y a de Dojo Dragon. Oui, on comprend. Comme il y a sympa. aussi un côté sororité, j'ai voulu appeler ça Sœur de Dragon. Oui. Ah, petite référence En à Cœur référence de à Cœur de Dragon. Dragon. D'accord. Et après j'ai fait un combo référence gratuite PNL Vald. Ça commence bien. Après Avec, Raya Nakamura, PNL Vald. Alors c'est Faya fume un dragon. Roule un dragon. Catchphrase, elle rentre dans la légende. Ok. Là, je sais que je touche ton petit cœur. Ouais, mais est-ce que tu touches le cœur de nos éditeurs? Ça, j'en sais rien. Et j'en ai un nul parce que je voulais faire un jeu de mots avec les Saiyan Supakru et j'avais que Raya Supakru. Il a décidé, il a choisi un groupe et après il s'est dit il faut que je trouve un... Comment je peux faire rentrer Raya dedans? J'ai voulu faire NTM, donc je me suis dit Raya NTM. Franchement, j'aime quand même bien la référence à PNL. Oui, mais et c'est Vald. trop. Là, on est trop dans la cible, dans la niche du rap game. Ouais, c'est trop. Non, c'était vraiment pour nous, ça. C'était une petite dédicace. Mais, quitte à être dans la niche, moi j'ai un truc totalement niche. Allez, vas-y, Clémence. Bah, restons dans la Je niche. suis dans une ref geek, totalement JRPG, qui est Dragon Quest. Ah. Elle est cheatée son épée. Ah. En genre catchphrase. C'est ton seul titre? Oui, c'est juste ça. William, des titres? Ça se fait pas. J'ai quand même cherché. La violence. Déjà, moi je cherche catchphrase. Je cherche pas ça, à en la avoir blague. en nombre et franchement c'est pas Privilégie la qualité à la quantité. Non, Dragon Quest. Non, mais Dragon Quest, grosse référence quand Dragon Quest, même. regarde, wesh. je le note. Putain, elles font peur les filles aujourd'hui. Elle avait aussi pensé à Dragon Ball, mais Ball comme un ball. J'avais aussi Non, pensé je à m'en Bande de fous. chacals, je vais tous crever comme des chacals, mais ça faisait de pas chacal. Tu nous avais manqué pour ça. Dragon Quest, c'est noté. C'est à mon tour. J'ai peur, pardon. Les sourires crispés. William. Alors moi j'en ai 4 aussi. Oh putain. Alors Putain, vous êtes inspirés, les j'en ai mecs, 2 un peu en vanne. Il y a un dragon qui vole, donc j'ai pensé à Ryanair. Ouais, est-ce qu'il Quelqu'un a pu voler cet endroit? Ouais, non, ici. En vrai, c'est un peu nul, mais ça sonne bien. Il ressemble un peu au chien volant de l'histoire sans fin. Mais comment tu l'écris du Falco. coup, Ryanair? Ouais, je te montrerai ça après. Alors après, en fait, j'y ai pas pensé. Après, j'en avais une deuxième un peu rigolote. Ça, c'est pour les alcoolos. Je regarderai bien le film en me sirotant une petite caipiraya. Ouais, ça là, elle est pas ouf. Mais c'est une catchphrase, c'est pas un titre. Un silence qui en dit long. Caipiraya. Caipirinha. Peu importe. Caipirinha. Silence lourd de sens. Alors ensuite, j'en ai 2 un peu plus sérieux. Il y en a un qui fait référence à un film de John Woo. Il y a 5 tribus, donc j'ai envie de l'appeler les 5 royaumes. En référence aux 3 royaumes de John Woo. Les 5 royaumes. Pardon. Si, on apprécie. Si Clément avait été là, il l'aurait faite. Kevin, il est clapeur aujourd'hui, il balance les tops. Quoi. Moi, je suis chauffeur de salle. Les 5 royaumes. Et ensuite, j'en ai un deuxième. J'en ai un deuxième un peu plus sérieux. Je me suis demandé si les pierres de dragon, ça existait vraiment. Ça existe vraiment, la pierre de dragon. Ça sert à ressourcer le chakra du cœur. Non. Si, c'est pas une blague. Je t'avais dit qu'il y avait une histoire de cœur avec Vaiana. Là, c'est du grand William, là, tu vas voir. Du coup, j'ai envie d'appeler ce film
En plus, en hommage à un autre film, mais Cœur de Dragon, du coup, on est un peu dans le. Ouais. Dans le même délire que... Ah oui, mais tu peux pas donner un titre qui existe déjà, William. Dragon oui, Quest. bah excuse-moi Clémence, t'as quoi comme titre quoi Dragon Quest. Dragon Quest. Ouais, mais c'est du jeu vidéo, c'est pas du cinéma. Et j'ai une petite catchphrase, alors c'était avec Ryanair. C'était Ryanair, Mick il est mignon le dragon. Voilà. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Double jeu de mots un peu poussif. J'en peux plus de lui. Non, et franchement, je sens que William, tu évolues dans tes recherches de titres. Je prends un peu de ouais, level quand même. T'as adopté différents tons, le ton calembour, le ton sérieux recherché. Tu vas y arriver. Non, mais pas cette semaine, mais tu vas y arriver. Ryanair, c'était pas mal. Ryanair, c'est pas mal, ouais. Ryanair, c'est drôle. Mais en fait, moi, je préfère Faux-Lanta. Je crois que je préfère Oui, mais parce que c'est ton mec. Parce que c'est ton mec. Mais non, c'est Romain. Ah, c'est Romain, pardon, excuse-moi. On a même pas envie de lui faire plaisir. Franchement, je trouve que c'est assez génial parce que ça va avec notre intro. Colocataire, ok. Et ça va avec le côté vietnamien, puisque définitivement c'est vietnamien. C'est raciste, mais on assume. C'est pas plus raciste que Raya. Hein. Koraya, mais si Koraya, c'est parfait. En fait, c'est un de petits crabes. Faux-Lanta, c'est bien parce qu'en plus ça fait ref à l'intro de l'épisode. Mais donc oui. c'est vraiment très raccord avec l'épisode. Merci. Vous croyez que je fais les choses à moitié, les gars? Vous croyez, j'ai dit Covid Origins pour vous faire plaisir, pour moi vous j'ai faire dit rigoler. Mixa pour avoir un petit sponsor, les gars. Vous voulez faire aucun effort? Bon, non, bah Faux-Lanta voilà, c'est bien. Faux-Lanta c'est bien. Enfin, Faux-Lanta, la bataille des 5 tribus, mais on peut juste garder Faux-Lanta, je sais pas. On peut garder Ryanair. Non, la bataille des 5 tribus, c'est très bien comme sous-titre. J'espère qu'il y en a vraiment 5, qu'on n'est pas l'air con. Il y a 5 tribus, sûr et certain. Ok. Je trouve que ça a tout son impact avec le sous-titre. Parce qu'en plus, il y a eu un Koh-Lanta les 4 terres, donc ça fait sens aussi. Bon, ça, il faut le savoir. Hein. Bon, bah, si vous êtes d'accord, Faux-Lanta. Voilà, Faux-Lanta, si ça moi vous je trouve plaît. ça très bien, bravo. Mais avec le Moi, petit accent sur le O. Hein, oui, bien sûr, sinon ça marche pas. PH. Et avec le tiré au milieu. Et plein de coriandre, comme j'aime. Voilà. Et la petite photo de Denis Brognard derrière qui fait. Faux-Lanta. Voilà. Allez, ça fait 2 heures qu'on parle. Avec un petit H vers le A. 2 heures qu'on parle, on va passer au match retour et puis on va te libérer, Marion, parce que tu dois regagner ta vie de maman maintenant. Et puis on se revoit dans un an. Non, mais j'aimerais bien avant. Inch'Allah. Ouais, on te retrouve pas pour le match retour d'aujourd'hui, mais j'espère pour celui de Raya, avec plaisir. Allez, match retour des 7 de Chicago. DJ, kick that shit. Ça te fait mal quand on te tire dessus? Je ressens les blessures. La douleur est une simple information. Votre discours était très éclairant. Très éclairant? C'est du blabla, oui. T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération? Tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul. Match retour des 7 de Chicago, de ce scénariste émérite et maintenant réalisateur Aaron Sorkin, qui nous a sorti ce film sur Netflix en 2020, mais qu'on a vu nous maintenant. Alors, qu'en est-il de ça? Après s'être fait la BA dans l'épisode précédent, il va falloir qu'on en parle. C'est pour ça qu'on est là, n'est-ce pas? Mais avant tout, comme d'habitude, replongeons-nous dans l'histoire imaginée de ce qu'on s'était dit, les films qu'on s'était fait dans l'épisode précédent. C'était le procès de Borat et du gars des Animaux Fantastiques, là. Voilà. Non, on n'a pas fait énormément de films à part ça, parce que c'était un film tiré d'une histoire vraie qui revient sur l'histoire des 7 de Chicago. Donc le procès des Chicago 7 qui ont été accusés d'avoir provoqué une violente émeute lors de manifestations pacifiques anti-guerre du Vietnam en 1968, la fameuse année presque érotique. Et de All World is Watching. Bon, bref, pour retenir en gros ce qu'on a pensé, c'est qu'ils ont en gros sur la patate. Voilà, pour ce qui est de l'histoire imaginée, un peu comme ça, charcutée. Qu'en est-il de la vraie histoire de ce film? C'est toi qui choisis, t'as gagné. Ah, c'est moi qui ai gagné, c'est vrai. Donc, vu que j'ai gagné le fait en titre, c'est à moi de choisir. Clémence? Eh ben, c'est facile. Nous résumer l'histoire. C'est juste exactement la même chose. C'est exactement ce qu'on s'était imaginé. C'est-à-dire? Parce que c'est l'histoire réelle, tu vois. Je veux dire, c'est en 69. 69, oui, du coup. Bon, après, excusez-moi, mais j'ai pas tout compris non plus à l'arrière-plan politique, mais il y a des élections à Chicago, changement de maire. Nixon, il y a d'arriver élection présidentielle plus aussi. Aussi Nixon qui arrive. En fait, t'as le congrès du Parti démocrate qui a lieu à Chicago. Ouais. T'as Nixon qui vient de succéder à c'était qui avant, j'ai oublié. Johnson, et qui en gros remet va bousculer un peu politiquement parce que c'est deux partis opposés. Et t'as le congrès du Parti démocrate qui a lieu à Chicago, et t'as
plusieurs mouvements, enfin de plusieurs groupes en fait de gens plutôt de gauche. Quoi. Oui, je peux reprendre le relais. Vas-y. En fait, c'est aussi le contexte de la guerre du Vietnam, Oui. surtout. Et du coup, c'est effectivement des mouvements de gauche très démocrates, très progressistes, très de gauche et qui sont contre la guerre. Donc, tu as les Yippies, le Youth International Party, machin, des congrès, des groupes d'étudiants démocrates. Et tout ça. Les et objecteurs en fait, de conscience. Et il se trouve qu'à ce moment-là, ils sont pas de Chicago, mais ils prennent la décision tous en même temps de venir à Chicago pour le Congrès démocrate pour manifester contre la guerre, pour qu'elle s'arrête et contre c'est la au moment, présidence. en fait, c'est au moment de la citation d'un représentant qui vient d'être placé dans la chambre des représentants démocrates. Et en fait, ils sont pas d'accord avec lui parce que ce gars-là, il veut continuer la guerre justement au Vietnam. Ouais. C'est ça en fait le Et du coup, ils viennent au départ, on va le voir pour manifester plutôt pacifiquement, mais en même temps, c'est jamais aussi simple que ça parce que forcément, une manifestation veut aussi faire un coup d'éclat, même quand ça veut être pacifique. Donc forcément, la violence arrive assez vite et ils vont se retrouver accusés d'avoir provoqué la violence, la mort de gens et beaucoup de blessés aussi pendant ces émeutes parce qu'il y a eu vraiment des émeutes qui ont éclaté. Et donc, on a ces 7 de Chicago, plus un autre qui est un peu bouc émissaire, le noir du groupe, qui est chef des Black... Non, pas chef des Black Panthers, mais qui se dans une certaine région... qui est cofondateur des Black Panthers, mais pas à Chicago, il est dans une autre région. Et bref. Voilà, et qui se retrouve accusé d'avoir tué... Et c'est un procès qui, eux, le disent direct, est politique, mais... On leur dit non, ce n'est pas politique, c'est un procès tout à fait normal. Mais en fait, si c'est un procès tout à fait politique. Totalement, en fait, il y a une petite subtilité, c'est que normalement, ils sont censés être jugés pour antiterrorisme, en fait, parce que, pour terrorisme. Et c'est ça la subtilité, c'est qu'ils pouvaient pas vraiment les attaquer séparément, puisqu'ils avaient du mal à établir quoi que ce soit, donc ils vont décider de les attaquer en groupe, en disant ils étaient tous de connivence. En complot. En complot, exactement, pour du terrorisme. Ils ont traversé plusieurs États, c'est comme ça qu'ils arrivent à faire en sorte que ce soit un procès fédéral dans lequel l'État va les attaquer. C'est pas un particulier contre un particulier, c'est l'État contre 7 citoyens. Oui, du coup, on a l'avocat de la défense qui est avec ces gens et qui est plutôt de gauche comme eux, et t'as l'avocat accusation qui est vraiment un procureur en fait fédéral du pays. Mais qui est mine de rien conscient dès le début du film que en vrai, il n'y a pas de vraie raison d'attaquer les 7 de Chicago. La défense, c'est Mark Rylance et l'attaque, c'est Joseph Gordon-Levitt. Jason. Tu mets des virus sur mon ordinateur. Ah, ça, voilà, très bien résumé. On a remis dans le contexte tout ça. C'est ce qui est, en fait, c'est tout le procès, quoi. On voit tout le procès du début jusqu'à la fin pendant tout ce film, entrecoupé de flashbacks qui vont nous montrer les événements qui ont eu lieu, ce pourquoi ils sont là accusés. Mais qu'en est-il, nous, par rapport à la BA? Est-ce que la BA nous a menti sur la qualité du film, ou bien au contraire, est-ce que ça a été une super surprise alors que la BA était pas folle? Ça s'appelle le douille ou pas douille, et c'est tout de suite. Douille, pas douille. C'était une douille. Douille, pas douille. C'était pas une douille. Est-ce que ça a été la douille? Est-ce que ça n'a pas été la douille? William, douille ou pas douille? Alors, c'est pour moi pas une douille, mais... parce que j'ai vu le film que je m'attendais à voir, mais je dois reconnaître que je m'attendais à ce que ça soit légèrement mieux. Je vais un peu mieux développer après, donc plutôt douille, pas douille négative. Petite douille. Très légère. Douillinette. Douillinette. Clémence, douillinette ou pas douillinette? C'est pas douille, le film m'a fait le même effet que la BA, et en plus on y retrouve un rythme qui est aussi le rythme qu'on avait dans la BA, c'est assez vraisemblable, cohérent, mais je suis assez d'accord avec William au fond, je suis pas transcendé non plus. Ouais. Kevin? Moi c'est une mi-douille. Mi-douille. C'est une mi-douille. J'ai eu le film que j'attendais, mais je pense que William et Clémence, je m'attendais quand même peut-être un film un poil plus intense. C'est la même chose. Un poil plus je pense qu'il manque un poil d'intensité qu'il y avait dans la BA, parce qu'il y avait un rythme très musical, très rythmé, et qu'on n'a pas retrouvé forcément dans le film. C'est pour ça que pour moi c'est une douille, justement parce que la BA est super rythmée, il y a un beau travail là sur la partie musicale et tout qui donne envie d'y aller avec ce film et tout, et puis je trouve que le film c'est un diesel, quoi. Pour moi il met un bon moment à démarrer, et puis une fois qu'on est dedans, on retrouve à certains moments dans les joutes verbales superbement écrites par Aaron Sorkin cet effet rythme de BA, mais en tout cas de nous, ce qu'on a vu, je l'ai pas retrouvé, je l'ai pas ressenti entièrement dans le film. Donc ouais, petite douille, parce que c'est pas non plus un mauvais film, quoi. C'était pas une mauvaise BA et c'est pas un mauvais film, donc non, il y a pas douille.
mais petite douille quand même. On passe à nos avis là tout de suite. Allez, let's go. Est-ce que je peux rebondir sur ton image du diesel ? Ouais, vas-y. Parce que du coup, je trouve que c'est pas tout à fait un diesel, c'est qu'il y a une exposition avant l'apparition de titre, les 5 premières minutes qui pour moi sont pétardantes. Donc c'est plus comme s'il calait. Oui, tu vois Non, mais il y a un truc avant les 5 premières minutes d'exposition des groupes qui vont partir sur Chicago qui est ultra rythmé, ultra efficace. Là, je trouve qu'on voit tout le talent de Aaron Sorkin pour écrire des dialogues et faire du montage et allier les deux parfaitement parce que du coup, les dialogues se répondent, les phrases sont continuées, il y a un ping-pong, voilà. Et là, c'est super cool. Et en plus, c'est très accessible. Tu comprends vite qui sont les persos, comment ils se positionnent. Donc ça, j'ai bien aimé. Et puis, comme tu dis, je suis d'accord quand même, c'est qu'après, ça cale un peu. Tu vois, c'est ça. J'ai un peu, vraiment, à ce moment-là, un peu décroché. Mais par contre, ça m'a réveillé, ça m'a remis dans le truc une fois qu'on était vraiment à fond dans le procès, quoi. Et je trouve que la force du film, c'est surtout les événements et que du coup, c'est un peu ce genre de film, en plus à Oscar. C'est pas le premier sur lequel je me dis, ok, c'est un film à Oscar. La fin, on le voit très bien avec une espèce de musique de film à Oscar et une victoire de film à Oscar. Et c'est surtout, c'est le genre de film où je me dis, ok, ça m'a impacté, mais peut-être qu'un documentaire sur les faits m'aurait autant impacté. Voire plus. Je sais pas en vrai si le film en tant que tel il est si ouf que ça. Et ce qui me perturbe avec Aaron Sorkin, en fait, c'est qu'il est effectivement un très bon scénariste et ses dialogues sont très bien écrits et en même temps ils sont trop bien écrits. C'est-à-dire que des fois ça m'arrive de me dire mais ces personnages ils sont pas incarnés réellement. En fait tu dirais pas ça en vrai. C'est trop de l'exposition dans les dialogues. C'est des dialogues qui t'expliquent, qui t'exposent les choses en tant que spectateur et qui développent une idée, mais c'est pas des dialogues réels, tu vois, de vécu en fait. Je trouve qu'il y a une barrière avec les personnages et t'arrives pas à les voir vraiment comme des personnages de fiction et vraiment des bons personnages. C'était la question que posait William et on se posait la question aussi du coup en antenne où tu disais est-ce qu'il s'est inspiré du procès verbal du procès oui, ou est-ce qu'il a romancé un petit peu voilà, pour écrire les dialogues. Est-ce que c'est les dialogues fidèles ou pas? Je pense pas, parce que sinon on tomberait clairement dans le documentaire et ça se sentirait. Ça a été réadapté, mais je pense que à la source, on a quand même cette idée-là de retranscrire, notamment à travers le dialogue, parce que c'est vrai que c'est sa force aussi à Sorkin, le rythme du procès, l'ampleur du procès et tout ce que ça provoquait à l'époque, quoi. T'en as pensé quoi, toi, du film, William? Alors, moi, j'ai passé un bon moment. Aaron Sorkin, il a encore montré une fois qu'il était capable d'écrire des dialogues qui seraient, comme tu parlais de la première séquence, moi je la trouve géniale parce que c'est pas un plan séquence visuel, mais c'est un plan séquence auditif. C'est-à-dire qu'on change de séquence, mais en termes de son, les dialogues se répondent, continuent les phrases précédentes, et en fait ça marche hyper bien, c'est très rythmé. Moi le rythme m'a pas du tout dérangé, j'aime bien ce gros temps de pause qui prend son temps d'expliquer tout le contexte avant de nous amener aux événements. Moi ça m'a pas dérangé. Ce qui m'a un peu plus dérangé, c'est que je m'attendais à ce que les personnages servent l'histoire et c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est l'histoire qui sert les personnages. Et moi, je m'attendais à ce que politiquement, on parle des événements qu'il y avait autour, que finalement, c'est un peu ce que dit un des personnages. Il dit, faut pas oublier que nous, notre procès, il compte pas. Ce qui compte, c'est les idées. À la base, c'est les idées pour lesquelles la guerre du Vietnam, arrêter la guerre. La guerre du Vietnam, les violences policières. Moi, je trouve dommage qu'on ait un personnage, par exemple, de Bobby Seale et qui soit si peu exploité. Par exemple, alors moi je suis allé voir un peu sur Wikipédia et sur internet les événements, et Bobby Seale, il a été bâillonné pendant 7 jours. Pour rappel, celui qui est Black Panther. Voilà, Black Panther. Il a été bâillonné pendant 7 jours pendant ce procès. C'est-à-dire que pendant 7 jours, des gens ont vu un homme à qui on a interdit la possibilité de parler et de se défendre parce que son avocat n'était pas là. Dans le film, il a fait une scène qui est très belle, qui marche, mais s'il avait joué cette durée, par exemple, de bâillonnement, il aurait pu raconter beaucoup plus d'autres choses, et avec beaucoup plus de force. Et je trouve que dans l'ensemble, c'est un bon film, mais il manque cette dimension politique qui en aurait fait un grand film. Moi, je trouve qu'il va rejoindre sûrement la catégorie des films comme un peu Spotlight, un peu 12 Years Slave, qui sont des bons films, des films que tu vas acheter en Blu-ray, mais que tu vas jamais re-regarder parce que... C'est pas le vrai coup de pied dans la fourmilière. Ouais, voilà, tu vois, c'est un bon film, j'ai passé un bon moment, mais il lui manque quelque chose qui lui donne une autre dimension. Cette dimension, c'est la dimension politique. Au final, l'histoire sert ses personnages et pas l'inverse. D'accord, c'est vrai qu'il effleure. Il effleure du bout des doigts sans trop vraiment se lancer les deux genoux devant. Et juste pour dire que je suis totalement d'accord, je voudrais juste faire une comparaison. C'est avec un autre film de procès qui est Philadelphia, que j'ai revu il y a pas longtemps et que j'avais vu plus jeune. Donc je l'ai déjà vu 2 fois et les 2 fois m'a donné beaucoup d'émotions. Et c'est justement la différence.
C'est qu'un film comme Philadelphia, qui est très politique et qui parle de l'homosexualité, du sida, etc., dans les années 80, il reste en fait. Et les personnages sont ultra forts, il y a un truc émotionnel. Et je suis d'accord avec toi, William. Là, c'est plus. J'avais aussi bien aimé Spotlight ou quoi, mais en effet, je les ai pas revus et c'est le genre de film que je reverrai pas en fait. Non, parce qu'il t'apporte rien en tant que personne. En fait, tu suis l'histoire de gens qui vont t'intéresser à l'instant T, mais en tant que personne, ça ne t'apporte rien. Tu te sens pas changé à la fin après avoir vu ce film. On sent peut-être une certaine retenue, peut-être du fait que les gars visent aussi peut-être les Oscars, ou bien que... Peut-être, mais par exemple, toi, il y a une scène que moi je trouve incroyable dans le film, et je me dis, mince, à ce moment-là, je me suis dit, oh, j'espère qu'il va faire un truc avec ça. C'est quand on apprend que Fred Hampton, qui est donc le fondateur des Black Panthers à Chicago, vient d'être assassiné. D'ailleurs, c'est un événement assez marquant aux États-Unis. Moi, j'en avais déjà entendu parler de ce mec qui se fait abattre dans son lit gratuitement, par la police. Et il y a cette scène dans la prison où clairement Bobby Seale il regarde le personnage qui est joué par Redman. Eddie Redmayne. Et il lui dit, mec, notre combat, il a rien à voir, toi et moi. Moi, je me bats pour éviter qu'on me pende à un arbre. Toi, t'es juste un fils de bourge qui a décidé de faire chier son père. Et là, je me suis dit, ok, là, il commence à parler d'un truc. Tu vois, il va parler de la ségrégation, il va parler de la différence d'engagement. Et cette première scène qui te montre justement comment chacun envisage le conflit politique, elle est vachement importante. Et pourtant, ça revient jamais après dans le film. Il reste dans la suggestion. Et c'est dommage qu'ils creusent pas ces sujets-là, parce que ces sujets-là, ça aurait pu en faire un très grand film, et là ça reste juste un bon film regardable avec des bons dialogues. Sacha Baron Cohen est incroyable, il y a le personnage qui joue Dillinger, John Carroll Lynch. Tu vois, ce personnage par exemple, pareil, c'est un objecteur de conscience. Pourquoi il a pas pu se traiter de ce personnage là? Parce que c'est un mec qui a vraiment fait beaucoup. D'ailleurs, petit fun fact, vous savez où est-ce qu'il est mort, Dillinger, le vrai, je veux dire? Non. Il est mort à Montpellier, mais pas en France. Okay. Dans le Vermont, aux États-Unis. Voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y avait un autre Montpellier. D'accord, on en apprend tous les jours avec FetaBA. C'est clair. En tout cas, voilà, je trouve qu'il manque un vrai message, il manque un vrai engagement politique en fait dans ce film. Kevin, comment t'as reçu le film, toi? Moi, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit précédemment, et effectivement, je crois que Sorkin, tout bon scénariste qu'il est, n'est pas un bon metteur en scène. Et je pense que le manque de positionnement politique vient du fait qu'il y a un manque de mise en scène et qu'il y a un manque de positionnement d'auteur en fait. C'est qu'il ne commente pas, il n'y a pas de commentaire, tu ne sens pas qu'il y a un propos. Enfin si, tu comprends que tu vois qu'il y a quand même un regard bienveillant sur les sets de Chicago et qu'il a l'air d'être plutôt de leur côté et de la manière dont ils racontent leur histoire, dans la manière dont les dialogues sont écrits. Mais à aucun moment tu as d'emphase, à aucun moment tu as l'empathie qui se met vraiment en place, à part pour les scènes vraiment choc, comme la scène justement où le chef des Black Panthers se fait bâillonner, etc. Ah, c'est dur, hein. Qui est une scène dure. Même si elle est représentée que juste sur un moment du procès, alors qu'en fait elle a duré 7 jours. C'est vrai qu'elle est intense en elle-même. Qui est une scène dure, et c'est peut-être le moment où là vraiment je me suis dit, ah là il y a de la mise en scène quoi. Mais sinon, le reste du film, il y en a assez peu. Finalement, c'est très souvent du chant contre chant, c'est très souvent des joutes verbales, des gens dans une pièce qui parlent. Dialogue très bien écrit, très bien rythmé, il n'y a pas de souci, vraiment. Mais je crois que Aaron Sorkin devrait peut-être arrêter de vouloir réaliser ses films, les écrire. Non, mais vraiment, mais c'est pas. C'est pas péjoratif en fait. C'est juste péjoratif. Il lui manque. C'est que je pense que Aaron Sorkin est un bon écrivain, un bon scénariste, mais qu'il n'a pas la manière de penser d'un réalisateur qui lui va écrire le film d'une autre manière. Et c'est pas grave en fait. Ça veut pas dire qu'il est moins bon artiste. Ça veut dire qu'il n'a pas ces capacités-là, qu'il a besoin d'être en collaboration pour pouvoir accoucher d'un film qui est vraiment excellent. Et là, tu vois, par exemple, ce film-là, tu l'aurais filé à Fincher. Parce que je dis au hasard, parce que collaboration Sorkin. Spielberg, moi je trouve que c'était un très bon truc pour Spielberg. Je pense souvent à Sorkin Fincher en association. Mais par exemple, tu aurais fait une association comme ça avec un réalisateur installé qui sait mettre en scène. Et ben on n'aurait pas eu le même film, on aurait eu un film beaucoup plus intense. Tu vois, t'as plein de scènes qui sont marquantes, comme par exemple le moment où comment il s'appelle un des chefs des hippies, pas Sacha Baron Cohen, j'ai oublié son nom. Oui. Robin. Qui empêche justement une tentative de viol. Tu vois, c'est très factuel, tu vois. Alors que là, ces genres de scènes, il faut de l'intensité, il faut mettre quelque chose. Pareil, la charge des manifestants sur les flics, elle est un peu molle, quoi. Il manque de l'intensité. Et le message passe, mais il passe pas assez, parce que le cinéma, ça c'est quand même un art de l'émotion. Et je trouve que l'émotion ne passe pas assez, et c'est peut-être le problème de Sorkin. Il lui manque encore, ouais. En fait, il a une grammaire scénaristique, mais il a pas de grammaire visuelle. Il faut pas oublier que quand tu racontes un film, tu le racontes par l'histoire, mais aussi par tes images. Et ces images. Exactement. Alors moi, je pense qu'il a écrit des super dialogues et s'est dit, je vais pas trop mettre en scène parce que je vais laisser de la place à mes dialogues. Et c'est vrai qu'au début, tu te dis, ah, c'est cool, on a le temps de voir la joute verbale, sauf que très rapidement, tu te dis, oui, mais là, en termes d'image,
c'est pas appuyé en fait, et ça manque un petit peu. Très rapidement, ça manque. Mais il y a un truc que je trouve assez juste dans les nominations des Oscars cette année, dans lequel il figure les 7 de Chicago, c'est que Aaron Sorkin n'est pas nommé en meilleur réalisateur. Et typiquement, je trouve que oui, c'est juste. Et par exemple, à côté, Fincher est nommé pour Mank, et je trouve que ça se vaut beaucoup plus. Il est nommé dans meilleur scénario, par contre. Et par contre, il est nommé dans meilleur montage, meilleur scénario, meilleur film. Bon, ok. Meilleur montage, ça serait quand même très. Mais c'est vrai que je trouve qu'il le mériterait, meilleur montage. Il mériterait peut-être meilleur scénario original, parce que quand même, c'est une histoire importante qu'il l'a bien raconté. Mais en effet, je trouve que là où il est nommé, c'est assez juste en fait. C'est assez juste. Il y a aussi Sacha Baron Cohen qui est nommé en meilleur acteur secondaire, et oui, c'est assez juste parce que c'est lui qui ressort pas mal, je trouve. Je crois qu'on est d'accord pour dire que le casting, le casting pour moi, est 5 étoiles. Hein. Mark Rylance, incroyable. Donnez-lui un Oscar. Mais le juge. Le juge aussi, Frank Langella. Mais alors là, tête à claque. Mais il est horrible. Ça, c'est peut-être génial. Peut-être qu'en termes de mise en scène, il fait pas virevolter sa caméra, il a du mal à donner une. Mais en direction, il est bon. Il est bon en direction. Écriture. Par contre, en termes de direction, il est très très bon. En même temps, il s'est aussi entouré de très 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 bons comédiens, de Redmayne, en passant par Sacha Baron Cohen, qui est surprenant aussi, et Rylance qui est ouf, mais Langella. Parce que c'est quand même ce juge-là qui a le droit à son petit panneau à la fin en disant qu'il avait été reconnu comme étant complètement incompétent. Ouais. C'est assez incroyable, et je trouve qu'il te fait bien ressentir cette tête à claque, t'as envie de lui mettre des baffes tout le long. Et je n'avais pas reconnu Jeremy Strong. Je l'ai reconnu que parce que Jeremy Strong. C'est Rubin. Ouais, c'est Rubin. En fait, tu le reconnais pas, mais ah oui, c'est lui. Ouais, j'avais pas capté que c'était lui. Ouais, j'avais pas capté que c'était lui non plus. Je l'ai vu en voyant la distribution. Il représente. Je trouve qu'ils ont tous été très bien castés pour leur rôle. Ouais. Ça marche très bien. Redmayne qui se situe en plus dans le côté un peu bourgeois, qui a pas trop sa place. Il est détestable. C'est vraiment le personnage détestable. Il reste détestable, mais il a aussi ce côté attachant là. Il a la tête aussi du gars qui fait pitié à la récré, quoi. Donc après, c'est peut-être un des personnages les mieux écrits humainement parlant, avec parce que mais il a le plus de nuances en fait. Parce qu'en fait, tu dis effectivement, ce gars, il est un peu détestable, mais il est terriblement humain en fait, tu vois. Et je trouve que c'est peut-être le personnage dont le côté humain est le plus mis en avant. C'est vrai que tu sens ses failles, tu sens à chaque fois qu'il va prendre une décision, tu sais que c'est un enculé, mais peut-être des fois t'as le doute, t'as envie qu'il soit gentil quand même et qu'il change d'avis, et t'es un peu avec lui émotionnellement en mode allez. En fait, c'est le plus politique, c'est-à-dire que c'est celui qui pense le plus à quelles vont être mes actions par la suite. En fait, c'est ce que lui dit d'ailleurs Sacha Baron Cohen. Il dit, mec, toi t'en es à savoir combien d'électeurs tu peux rapporter pour plus tard pouvoir agir. Moi, j'ai même pas les thunes de penser à ça, donc en fait, il faut que j'agisse maintenant par le visuel. Et c'est là où, et d'ailleurs, c'est ce que dit le personnage de Joseph Gordon-Levitt au début, il dit, ils ont rien à voir ensemble en fait, les gars. Tu vois, c'est vraiment 3-4 groupes séparés. Vous les donnez l'impression que c'est témoins. On sait pas trop. Il y a les 7 de Chicago, mais c'est surtout sur 5 qu'on s'axe vraiment. Il y en a 2 qui sont là un peu parce qu'ils étaient juste au mauvais endroit au mauvais moment, mais c'est pas les grosses personnalités. Et du ce truc, personnage de Joseph Gordon-Levitt, je trouve que c'est dommage, il est très sous-exploité. C'est ce que j'allais dire. En fait, je trouve qu'on n'a pas assez parlé de lui, de Joseph Gordon-Levitt, parce qu'effectivement, il est très sous-exploité dans le film, mais en performance. Moi, franchement, je suis assez bluffé. Je suis content qu'il soit revenu, quoi. Il y a la scène, il y a pas mal de scènes où tu sens qu'il est en train de défendre une cause en laquelle il ne croit pas vraiment, et il arrive à faire passer ça, tu vois. Mais je trouve que malheureusement, la caméra s'attarde pas assez sur lui. Mais dans son jeu, le mec, il est à fond, quoi. Et c'est vraiment. Après, je sais pas, je trouve que son rôle et son personnage est l'archétype du rôle à Oscar. C'est le gimmick. C'est un gimmick. Mais il le fait bien. Quand il se lève à la fin et tout, moi j'étais là genre oh non, fais pas ça, c'est trop évident. C'est ça, c'est le gars, on le montre régulièrement en mode il est méchant, mais en vrai il a quand même une âme, il est quand même de l'humanité. Après ça c'est de l'écriture, moi je parle en interprétation, là et je trouve qu'il est exemplaire, quoi. Il est pas mal, mais ils sont tous très bien. Et sinon Michael Keaton était assez drôle, je trouve, parce qu'en fait il fait juste son moment, quoi. J'avoue, il débarque et ce gars en plus il était par exemple dans Spotlight, et il est dans plein de films comme ça en fait, donc tu dis c'est un peu genre le running gag Michael Keaton qui débarque. Il est toujours là, il est toujours aux Oscars et puis il chope rien. Alors, est-ce que ça, si tu te dis que la moitié de ce qui s'est passé à ce procès est vrai, mais putain, alors quand tu regardes des séries documentaires type Making a Murderer et tout, tu te dis j'espère ne jamais avoir affaire à la justice américaine. Moi, cette justice, elle me glace. Pas qu'américaine. Hein. Ouais, non, mais celle-là, ça parle à beaucoup de gens. Mais celle-là, moi, vraiment, la justice américaine, ça me glace. Moi, j'espère vraiment n'avoir jamais affaire à eux. Une fois que t'es dans le truc, ça a l'air impossible de t'en sortir, quoi. Vraiment, c'est ça, en fait, moi, je trouve la force du film, mine de rien, malgré son problème de mise en scène, il y a quand même une espèce de joute verbale entre les gens qui est très bien menée à certains moments, même si c'est un peu en dents de scie, voilà, c'est un peu le point faible. Je trouve que ça montre quand même bien le problème que la justice, elle est aveugle, quoi, où elle regarde là où elle veut, quand elle veut.
C'est vraiment le problème. C'est quelque chose ça procure des émotions d'énervement qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il y a quand même des émotions qui sont transmises avec ce film. Et ça aussi, ça évoque la question que même si tu es pacifiste à la base, la violence est un peu une fatalité en fait. On y arrive toujours, quoi qu'il arrive. Est-ce qu'il est possible de défendre aujourd'hui une cause sans en passer par des actes violents ? C'est assez compliqué vu tous les mécanismes et toutes les institutions qui se croisent et qui se rentrent dedans. C'est assez compliqué. Je trouve que le film montre très bien un principe qui est de dire que les gens qui remettent en cause le système sont considérés comme violents. Bah déjà, en fait. Tu vois, alors qu'ils le font pas forcément de manière violente et qu'en plus c'est pas pour prôner la violence, mais à partir du moment où ils remettent en question le système et qu'ils sont jugés par ce système et confrontés à lui, et ce sont des fous. Et ça interroge beaucoup parce que c'était ce qu'on avait pensé nous quand on s'était fait la BA et qu'on s'était dit le film s'axera pas juste, parlera d'une histoire qui est les 7 de Chicago là clairement, mais qui fera écho avec beaucoup de choses qu'on a vécues nous dernièrement, la violence institutionnelle qui ont traversé les histoires, la violence policière qui est quand même beaucoup mise en avant dans ce film. Ah, tu trouves ? Moi j'ai trouvé qu'elle est très légère. Oui, mais alors toi William, t'as vu Un pays qui se tient sage comme nous, et Romain l'a pas vu. Oui. Et c'est vrai qu'on pense beaucoup à Un pays qui se tient sage parce que ça montre aussi la violence policière, mais c'est vrai que comparé à Un pays qui se tient sage, ça prend moins au trip. Non mais c'est juste que dans ce film, la seule violence que tu vois, à part la charge, qui potentiellement peut être défendu des deux côtés en disant bah oui mais bon ils ont une interdiction, c'est le débat. Bon voilà, c'est un débat. Mais la violence hors champ aussi est importante. Oui, mais la seule vraie scène de violence gratuite où tu te dis la légitimité est-elle acceptable là, c'est cette scène où ils enlèvent leur badge et elle dure. Elle est tellement courte. Elle est très très courte. Fais quelque chose autour de ça, c'est dommage. Tu la vois deux fois quand même. Oui, mais tu la vois quand même de manière très très il y a pas que ça, il y a aussi je trouve tout le déploiement qui est fait par les forces de l'ordre dans Chicago de base quand même, tu vois. Tout ça et le fait qu'ils s'incrustent aussi sous des fausses identités dans le groupe et que en fait ils les font monter en mayonnaise pour ensuite les taper. Enfin quand même, tu vois. T'as raison, j'avais pas pensé à ça. Mais il y a ça, c'est vrai. Mais c'est pour ça que moi je pense que c'est plus un film sur la violence systémique que sur la violence policière en tant que telle. C'est un film sur la violence du système. Le système est violent parce que par des intrications diverses et variées, ils vont te forcer, ils vont te pousser quand tu es opposant à ce système-là à être violent toi-même pour t'accuser de la violence. Mais c'est moins sur la violence factuelle de la police qui est évoquée mais qui est pas au centre. Après pour moi c'est pas un mal parce que la violence systémique doit être dénoncée aussi. Et puis ça montre aussi bien que c'est tout de suite montré au début du film comme étant une légende urbaine qu'il n'existe pas de procès politique. Si, il en existe et il en existera toujours des procès politiques en fait. C'est justement le problème avec cette justice qui est censée être aveugle et qui ne l'est pas du tout en fait, qui met ses cartes là où elle veut. Et ça c'est un énorme problème qui est peut-être juste effleuré comme ça parce qu'on s'axe juste sur les 7 de Chicago, mais c'était il y a 70 ans, c'était il y a combien ? Oui, mais ça fait quand même 60 ans. écho aux événements d'aujourd'hui, donc il aurait pu peut-être... Ça fait écho au Black Lives Matter, ça fait écho aux Gilets jaunes, ça fait écho aux émeutes contre les retraites, aux manifestations. Hong Kong, bien sûr. À Hong Kong, bref, partout dans le monde, il en existe toujours. Amsterdam récemment. C'est cette rivalité entre les forces de l'ordre, la justice, les politiques et... on peut s'interroger sur ça. Le film va pas nous clairement nous mettre mettre les deux pieds là-dedans, mais en tout cas, nous, après, derrière, on peut étirer le sujet. Disons que c'est une bonne introduction. Ça reste une bonne introduction. C'est ça, c'est une bonne initiation. Peut-être qu'on peut le recommander justement à toutes ces personnes-là, mais on peut peut-être aussi le recommander à d'autres personnes. Qu'en pensez-vous ? À qui le rococo ? À qui le recommandez-vous ? À qui le rococo ? À qui le recommandez-vous ? Les recommandations avec beaucoup de mauvaise foi parfois sérieux, ça dépend. Les recommandations autour du film Les 7 de Chicago. À qui recommandez-vous ce film ? Clémence, à qui recommandes-tu ce film ? Le truc le plus évident qui m'est venu, c'est je le recommande à ceux qui veulent apprendre à faire un cocktail Molotov. Parce que je sais plus qui c'est, c'est Rubin qui explique comment faire un cocktail Molotov. Il explique même à une classe de collégiens, je crois, ou d'étudiants. C'est au début du film, vous n'avez pas besoin de regarder tout le film, vous allez jusqu'à 20 minutes et vous saurez comment faire le cocktail. C'est très simple. C'est très simple. On va se faire censurer, nous, tu vas voir. Le podcast n'existe plus. Kevin, à qui recommandes-tu ce film ? Moi je vais pas être drôle, mais parce qu'en fait c'est moi de ces sujets que je trouve pas marrants, j'ai du mal à rigoler dessus parce que ça me touche vraiment au cœur. Et moi j'ai envie de le recommander à tous les vieux cons qui pensent que la rébellion c'est un truc de jeunes et que c'est un truc nouveau et qu'avant on respectait les institutions. Non, depuis longtemps les institutions ne nous respectent pas, donc voilà.
C'est ça. Regardez-le. Clairement, c'est là où ce film suscite l'énervement chez nous. William, des rococos ? Oui, moi je vais le recommander alors à tous les mecs dans les bars, quand vous faites draguer par une nana et qu'elle vous offre un cocktail, méfiez-vous, bordel. C'est peut-être une espionne. C'est peut-être une espionne. Et si elle te fait une blague sur N9, faut pas y aller. Méfiez-vous, il y a peut-être anguille sous roche. Et toi, Romain ? Je le recommande pas, en tout cas, je rends hommage en tout cas à tous les morts de cette guerre du Vietnam qui était complètement con dans l'histoire, vraiment, ça n'a rien fait avancer. Plus de 3 millions de morts, dont voici la liste. Je recommande ce film à... Stop, je vous demande de vous arrêter. C'était une scène très forte. Non, c'était une scène très forte, évidemment, j'ai pas la liste. Spoiler la fin du film. J'ai pas la liste des 3 millions de personnes, mais en tout cas, la fin du film était très forte. Et c'est peut-être pour ça que le personnage d'Eddie Redmayne est développé aussi comme ça, pour en arriver là, juste oui. À cette fin-là. Les 7 de Chicago, voilà, c'était sur Netflix. Bon, bah, sur ces bonnes paroles, je pense qu'il est temps de se dire au revoir. On n'est pas bien ? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Voilà pour ce qui était de l'épisode 47 de Feta BA. Avec la BA de... J'ai oublié déjà. Raya. Ça fait trop longtemps qu'on enregistre. De Raya, le dernier dragon. Raya est le dernier dragon des studios Disney. Et puis le match retour des 7 de Chicago d'Aaron Sorkin, qu'on reverra présent ou pas, je sais pas d'ailleurs, à la cérémonie des Oscars, je sais pas s'il y aura un public ou pas. Apparemment ça va être en plein air en plus. Oui, ouais, ça se précise pour être en plein air. C'est Jean Castex qui a organisé la cérémonie. Tout le monde a son attestation. Ah, c'est bon. Pour la semaine prochaine, comment vous teasez ça là, c'est une grosse rupture dans le programme qu'on n'a plus en fait. On n'a pas de programme là, comme vous savez, on a repris sans filer parce que les cinémas sont fermés, donc difficile pour nous de vous établir un programme. Par contre, mon œil a été attiré par beaucoup de commentaires et de superlatifs à l'égard d'un certain film de 4 heures qui est censé réhabiliter certains personnages qui ont été maltraités, hein, n'est-ce pas, qui font partie du DCEU. Bref, revenons sur ces personnages DC Comics que sont Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et tant d'autres. Flash, Superman, Flash que j'ai oublié. Et bousculons un peu les codes ici à Fetaba, même si on s'était promis de plus faire de films de super-héros. Là, je pense que ma curiosité est à vif. J'ai besoin d'aller voir. J'ai besoin de mettre du citron dessus. Voilà. La curiosité, elle est à vif. On va filer tout ça. Nous, on va se faire la BA du coup du Snyder Cut, le fameux Snyder Cut qu'on a release depuis un moment et dont tout le monde se quiche. Tout le monde se quiche sur ça. Donc, on va aller voir pourquoi vous vous quichez sur ça, les gens. Hein? Est-ce que nous nous en quicherons ou est-ce que nous en battrons les steaks? C'est la question. Ça, c'est très 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 bien teasé ça. Est-ce qu'on va s'en battre les steaks ou est-ce qu'on va s'en quiche le renne? Vous le saurez la semaine prochaine. Vous le saurez la semaine prochaine en écoutant le prochain épisode de Feta BA. En attendant, si vous voulez nous réécouter, Kevin, le site internet, c'est toi qui le gères en plus. C'est fetabouya. Excusez-moi, fetabouya.fr. fetabouya.fr sur lequel vous retrouverez tous nos épisodes ainsi que les affiches qui vont avec. Sinon, vous pouvez nous écouter évidemment sur ce que vous voulez, hein, Spotify, Deezer, Podcast Addict, Apple Podcast. Et si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à nous mettre une note. Puis ça nous permet de faire un petit référencement, on n'est jamais contre non plus, hein. Un petit commentaire, une petite note avec des étoiles, ou je sais pas comment ça se passe sur les autres trucs. En attendant, on vous embrasse, faites-vous des BA, faites-vous des films, le cinéma réouvrira, et encore un peu de patience. Et puis bah nous on arrive la semaine prochaine, Inch'Allah. Des bisous. Des gros bisous, au revoir tout le monde. Au revoir, bisous. Bye bye. Bisous. Portez-vous bien. Shoshana! Voilà, c'est bon, on a tout dit? Oui. Et bah allez, on stoppe. Hop. Bah c'était bien.